Il est entré accidentellement dans la zone interdite et a acquis le pouvoir de dévorer les terres désolées. Comment celui qui allait devenir un monstre réalisera-t-il le dernier souhait de son amoureuse d'enfance? Avec la malédiction du diable, l'aventure sanglante du continent mystérieux commence. Dans une grotte souterraine, un monstre est étranglé dans des chaînes, et notre protagoniste, Alto, est assis près de lui, dévorant la chair comme s'il n'y avait pas de lendemain. Même lorsqu'il tousse violemment et perd ce qu'il vient de manger, Alto reste déterminé à survivre. Mais comment s'est-il retrouvé dans cette situation désespérée? Tout a commencé il y a 3 jours. Alto était tombé dans un puits profond et ancien. Le puits était sec, alors il a atterri brutalement sur un sol dur, se retrouvant avec une jambe cassée. Il a essayé de ramper, mais a vite abandonné à cause de la douleur atroce qui le traversait à chaque mouvement. Il ne pouvait pas dire combien de temps s'était écoulé, mais il avait essayé plusieurs fois de remonter, pour se rendre compte qu'il n'y avait vraiment aucun moyen de sortir. Dans sa solitude, il se demandait si le chef du village et les autres connaissaient même cet endroit, mais une partie de lui pensait qu'il valait mieux mourir ici que de revenir et de se faire intimider par Gora et les autres. Pendant ce temps, à la surface, Gora et ses laquais l'attendaient avec impatience. L'un d'eux hésita, se demandant s'il devait vraiment continuer à attendre qu'Alto sorte, surtout que la zone était interdite. Gora, cependant, blâma Alto pour l'avoir fait attendre et prévoyait de lui donner des coups de pied à la tête jusqu'à ce qu'elle se fende. Son sbire craignait que le chef du village et les autres ne reviennent bientôt, et ce serait mauvais s'il les trouvait ici étant donné le statut interdit de la zone. Mais Gora ne prêta aucune attention à l'avertissement de son ami lâche, convaincu que le chef du village était probablement parti quelque part avec une femme. L'idée de règle ne signifiait rien pour Gora, qui ne se souciait que d'entrer pour tabasser Alto sans raison. Frappant du pied sur un rocher de frustration, il ignora d'autres avertissements concernant le monstre mangeur d'hommes qui était censé rôder dans la zone interdite. Comme pour répondre à leurs craintes, le corbeau cramoisi prit soudainement son envol, tournoyant au-dessus et envoyant les garçons courir pour sauver leur vie. Gora ne pouvait pas se défaire du sentiment étrange que peut-être l'ancien sceau avait été brisé. Ailleurs, quelque part au loin, une belle jeune fille s'inquiétait silencieusement de savoir si Alto avait été emmené par Gora et ses amis une fois de plus. À l'intérieur de l'ancien puits, la faim rongeait la détermination d'Alto. Sa main tremblante effleura quelque chose de froid et d'inconnu, lui donnant un frisson dans le dos et le mettant sur les nerfs. Alors qu'il regardait autour de lui, son regard se posa sur une vision terrifiante, un monstre tapi dans l'ombre. En y regardant de plus près, il remarqua une vague silhouette d'ombre avec un cœur rouge battant et des chaînes s'étendant jusqu'au monstre sur le sol. Alto est choqué de voir le monstre et pense qu'il va mourir ici. Cependant, la voix du monstre résonne dans sa tête, lui assurant qu'il ne lui fera pas de mal. Alto se demande ce que c'est vraiment et pourquoi il a été piégé dans un tel endroit. Le monstre explique qu'il a été attaqué par des humains qui l'ont enroulé dans des chaînes et l'ont enfermé dans l'obscurité de cette grotte. Alto ramasse une pierre et la jette sur le monstre. Le monstre reste complètement immobile, ce qui fait qu'Alto se demande s'il est mort après tout. 10 jours passent dans cette obscurité silencieuse. Alto n'a pas entendu la voix du monstre pendant ce temps, alors il en conclut qu'il doit vraiment être mort. Pourtant, en vérité, ils partageront probablement le même sort car il n'y a ni nourriture ni eau pour les soutenir. Dans son cœur, il s'excuse silencieusement auprès de Mei de mourir ici si désespérément. Des souvenirs refont surface de l'époque où il était battu pour être un orphelin, et comment seul Mei avait pris soin de lui dans sa douleur. Il pense à tous les moments qu'ils ont partagés et à la promesse qu'ils se sont faite de toujours rester ensemble. Pourtant, maintenant, ce sera lui qui rompra cette promesse. Cette seule pensée allume une détermination désespérée en lui. Il ne peut pas mourir ici, pas comme ça. Il sait que s'il ne revient pas, Gora et ses amis cibleront sûrement Mei ensuite, car ces brutes ne permettront à personne lié à lui de vivre en paix. Rassemblant toutes ses forces, Alto commence à tirer sur le corps du monstre car quoi qu'il arrive, il a décidé de survivre. Même si cela signifie dévorer quelque chose d'impensable, il parvient à arracher la peau épaisse et à atteindre la chair du monstre en dessous. Il la mâche désespérément jusqu'à ce qu'une énergie sombre commence à tourbillonner autour de lui. Son corps commence à muter, sa peau s'étirant pour ressembler au monstre même qu'il est en train de se nourrir jusqu'à ce qu'il s'écrase au sol. L'énergie sombre l'engloutit complètement. Mais de cette obscurité, il émerge en tant que monstre entièrement transformé. Avec une force nouvelle, Alto étend une main vers l'ouverture du puits et en sort sans effort. Quand il finit par sortir, son corps reprend sa forme humaine, bien qu'il puisse encore sentir l'immense puissance qui monte en lui. Il se demande si ce changement terrifiant se produit à cause de ce qu'il a mangé plus tôt, le transformant lui-même en monstre. Il comprend tout de suite qu'il ne doit jamais laisser personne découvrir ce secret, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un homme l'a déjà vu sous sa forme monstrueuse. L'homme décide de retourner immédiatement informer le chef du village de ce dont il a été témoin. Alors que le corps d'Alto s'agite avec cette puissance mystérieuse, elle engloutit soudainement un papillon. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, des ailes émergent de son dos, le soulevant dans les airs. Bien sûr, il n'a aucune idée de comment les contrôler, et il finit par s'écraser violemment dans un arbre et tomber au sol. Il y a des centaines d'années, les humains et les monstres vivaient ensemble en conflit.
Puis une personne avec des capacités spéciales est apparue et a perturbé l'équilibre. Les humains ont éliminé de nombreux monstres et les ont chassés en dehors des territoires humains. Des monstres puissants appelés Maguré ont été scellés. Une organisation secrète connue sous le nom de Kago no Kumi a scellé l'un de ces puissants Magiré dans le monde. Cette organisation avait des guerriers légendaires qui pouvaient affronter des milliers, mais ils se sont également cachés au sein de la société, et l'humanité a gagné des centaines d'années de paix. Cependant, les monstres n'ont jamais vraiment disparu. Dans le village de Morao, Maya s'inquiète pour Alto car il a disparu depuis de nombreux jours. Elle demande à un vieil homme de l'aider à le trouver, mais il dit qu'ils ne peuvent rien faire à ce sujet. Mei quitte le bâtiment en détresse, mais Alto apparaît de nulle part, la rendant si heureuse qu'elle court dans ses bras. Alto la console et lui offre un lapin en cadeau car il est facile pour lui d'attraper des animaux sauvages maintenant. Cependant, un piège se déclenche sous lui. Mei essaie de l'avertir, mais il est trop tard et il se fait prendre. Bien sûr, le piège est tendu par Gora qui apparaît pour harceler à nouveau Alto. Gora commande qu'Alto est courageux de venir jusqu'ici pour voir une fille, et il lui ordonne de frotter sa tête sur le sol et de supplier son pardon. Mei leur demande de laisser partir Alto, mais Gora ne veut pas qu'elle prenne son parti. Au lieu de cela, il veut que Mei vienne à lui. Voyant Gora harceler sa copine, Alto se met tellement en colère qu'il se transforme. Il ne voulait que personne ne le sache, mais il ne pouvait pas pardonner à Gora. Les sbires de Gora s'enfuient en terreur avant que Gora ne puisse comprendre ce qui se passe. Alto l'attrape par le cou et le jette au sol. Gora implore son pardon, mais Alto ne peut pas oublier tout ce que cette personne lui a fait. Cependant, Mei lui dit d'arrêter, ce qui le fait se tourner vers elle et relâcher Gora. Gora s'enfuit instantanément pour sauver sa vie. Alto essaie d'expliquer à Mei qu'il veut juste être toujours avec elle, mais elle refuse. Maintenant, Alto est dans une situation difficile car il est toujours Alto à l'intérieur, pas un monstre. Alors il se demande pourquoi elle le rejette. Les villageois approchent Alto avec leurs armes dégainées. Ils ont même maîtrisé Mei pour qu'elle ne puisse pas l'aider. Le chef du village dit à Alto de rester immobile. Ils ne savent pas ce qui lui est arrivé, mais ils ne peuvent pas le laisser vivre maintenant qu'il est devenu un monstre. Ils exigent qu'il se repente de ses péchés. Alto a envie de rire de leur hypocrisie. Il se demande s'ils souhaitent l'emprisonner comme le monstre dans le puits. Cette question leur fait réaliser qu'il est entré dans la zone interdite. Il révèle que la créature est un monstre puissant, un majoré nommé Kamikui. Ils veulent emprisonner Alto car c'est le but de leur village, leur rôle en tant que Kago no Kumi. Ils ne peuvent pas permettre aux monstres d'errer librement à nouveau dans le monde des monstres. Alto leur rappelle qu'il était victime d'intimidation par Gora et les autres simplement parce qu'il était orphelin. Pourtant, aucun des adultes n'est jamais intervenu pour l'aider, et maintenant il s'est transformé en monstre. Il n'a rien fait pour mériter d'être emprisonné. Voyant qu'il ne peut pas raisonner avec eux, le chef du village ordonne aux gardes de capturer Alto. Il annonce qu'Alto est devenu un monstre et leur ordonne de dégainer l'épée de scellement. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir, des monstres apparaissent dans la zone et commencent à les attaquer. Les villageois reconnaissent que ces serviteurs n'apparaissent que lorsqu'un magère est ressuscité, et le seul responsable est le 8e magère, Kamikui. Maintenant, ils croient fermement qu'Alto est vraiment un magère. Pourtant, Alto commence à combattre les monstres. Il veut que tout le monde voie qu'il n'est pas l'un d'eux. Il est déterminé à redevenir lui-même et à revenir vers Mei. Mei est témoin de l'anéantissement des monstres. Elle regarde autour d'elle désespérément pour voir qui a fait ça, mais un monstre apparaît derrière elle. Heureusement, Alto élimine le monstre juste à temps, la sauvant. Il souhaite seulement qu'elle croie en lui. Un vieil homme observe la scène et se rend compte qu'Alto les protège. Il se demande si Alto a encore une part de raison même après s'être transformé en magère, mais le chef du village le frappe pour le sortir de ses pensées. Le chef exhorte le vieil homme à se battre et lui ordonne d'évacuer les villageois. Le vieil homme emmène la moitié des gardes pour suivre ses ordres, tandis que les autres restent avec le chef du village pour repousser les monstres. Alto demande à Mei de l'accompagner, mais elle hésite à cause de tous les autres autour d'eux. Cela fait qu'Alto s'arrête et réfléchit à quelque chose. Les monstres commencent à se multiplier rapidement. Le chef du village et les gardes du village décident de tenir bon jusqu'à ce que les villageois puissent s'échapper. Pourtant, les monstres s'avèrent beaucoup trop forts pour qu'ils puissent les gérer, et ils commencent à perdre des hommes. Le chef ordonne aux autres d'arrêter le monstre, mais la créature étend maintenant ses tentacules vers lui. Le chef du village tranche le tentacule, mais un autre apparaît derrière lui et perd son corps. Les gardes veulent se précipiter à son aide, mais les monstres sont écrasants en nombre. Juste au moment où ils pensent que tout est fini, Alto saute dans le ciel et, d'un seul coup puissant, abat la créature. Le monstre s'écrase au sol alors qu'Alto se tient sous la pluie sanglante qui tombe. Le chef du village est sauvé, et Mei, ainsi que les autres villageois, sont émerveillés par les actions d'Alto. Le chef du village a un changement de cœur et souhaite accepter Alto, peu importe ce qu'il est devenu maintenant, puisqu'il a protégé le village. Pourtant, Alto précise qu'il voulait seulement protéger Mei, les exhortant à ne pas mal comprendre ses actions. Le vieil homme ordonne rapidement à tout le monde de se retirer. Alto demande à Mei de rester à ses côtés pendant que les autres se dépêchent de fuir le danger qui rôde encore dans la région. Dans le chaos, un enfant trébuche sur une pierre et tombe au sol. Mei se précipite pour aider l'enfant, mais à ce moment précis,
un monstre apparaît et lance une attaque contre elle. Alto regarde avec horreur Mia être frappée et s'effondrer mollement sur le sol. Enragé au-delà de toute mesure, Alto détruit le monstre dans une fureur et se précipite désespérément aux côtés de Mi. Il veut soigner sa blessure, mais elle lui dit doucement que c'est inutile. Avec une force déclinante, elle s'excuse de ne pas avoir pu l'accepter vraiment plus tôt. Ces derniers mots avouent qu'elle ne peut plus rester à ses côtés. Alto hurle d'agonie, consumé par la douleur, et perd tout contrôle de ses pouvoirs. Les gardes hésitent, incapables de décider s'il faut le retenir, sachant qu'il les a sauvés quelques instants auparavant. Pourtant, alors que la rage d'Alto monte, il se tourne vers eux et saisit un garde par le cou. Il est sur le point de prendre la vie du garde quand soudain une voix calme l'appelle. Le chef du village rappelle à Alto que Mais n'aurait pas voulu ça. Alto l'écoute et laisse tomber le garde au sol. Le chef du village explique que la raison pour laquelle ils ont essayé de le capturer était pour le bien du village. Il a vu de ses propres yeux à quel point les monstres peuvent être terrifiants, et il ne croyait pas qu'Alto avait encore une raison en lui. Alto est resté silencieux, mais ramasse doucement Mais, s'excusant de ne pas avoir pu la protéger. Il rassure les villageois en leur disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car ils ne cherchent pas à se venger. Cependant, le chef du village insiste sur le fait qu'il serait dangereux de partir sans tout comprendre. Il commence à expliquer que tous les monstres sont nés du progéniteur. Les prochains à naître étaient les magères scellés, des entités d'une immense puissance. Les magères ont la capacité d'invoquer des serviteurs, et leur période d'activité coïncidant avec la montée des héros. Dans le passé, les héros ont travaillé ensemble pour vaincre et sceller bon nombre de ces êtres maléfiques. Parmi les 16 magures scellés par le Kagono, le magure de rang 8, Kamikui, avait la capacité d'absorber la puissance de ceux qu'il consommait. Leurs ancêtres n'ont pas pu vaincre Kamikli, alors ils l'ont scellé dans un puits, et la lignée des Kagono Kumi l'a gardé depuis lors. Des centaines d'années ont passé, la population a augmenté et une colonie s'est formée, devenant finalement le village actuel de Moru. Le chef du village affirme que bien qu'il puisse sceller Alto s'il risquait sa vie, il a vu qui est vraiment Alto. Il promet qu'il ne permettra pas aux villageois d'en parler, mais avertit Alto qu'il existe des villages et des organisations similaires à l'extérieur, dont certains peuvent recourir à des mesures encore plus sévères que les leurs. Alto remercie le chef du village pour ses conseils, mais il prévoit de vivre comme un humain et de tenir la promesse qu'il a faite à Mai. Sur ce, le chef du village révèle qu'il existe un moyen pour Alto de redevenir humain. Après avoir enterré Mai, Alto lui parle, lui disant qu'il a été harcelé par Gora depuis qu'il était jeune. Mais peu importe à quel point c'était difficile, il n'a jamais admis sa défaite et a toujours voulu vivre en regardant vers l'avenir comme elle l'avait souhaité. Maintenant, même si son corps est celui d'un monstre, il cherche toujours un moyen de redevenir humain. Le chef du village lui avait dit que, selon d'anciens livres transmis de génération en génération dans leur village, il y a quelqu'un qui sait comment transformer une personne devenue monstre en humain. Les détails spécifiques ont été perdus dans le temps, mais d'autres organisations pourraient encore en avoir des traces. Il existe cependant une colonie dans le sud-est connue sous le nom de Kinokum, qui pourrait avoir des indices sur le processus. Le chef du village avertit Alto de ne jamais révéler sa véritable identité s'il s'implique avec eux. Ailleurs, une équipe combat un monstre. Le vice-capitaine tient la créature à distance avec ses attaques, tandis que les autres chargent. Mais le monstre riposte par un cri perçant, ouvrant un portail pour s'échapper. La capitaine de l'équipe arrive, utilisant son pouvoir spirituel pour lier le monstre, mais il réussit quand même à se glisser dans le portail et à s'échapper. L'équipe peste en regardant le monstre s'échapper, un ennemi qu'elle essaie de vaincre depuis si longtemps. Bien que les capacités du monstre ne soient pas particulièrement impressionnantes, il est maître dans l'art de s'échapper. Même les cordes cramoisies de la capitaine n'ont pas pu le retenir. Cependant, la capitaine exhorte l'équipe à ne pas être aussi pessimiste. Koku, le monstre, a été blessé cette fois, il ne se montrera donc pas avant un certain temps. Ils doivent se concentrer sur la résolution des dommages secondaires le plus rapidement possible. La capitaine leur demande de traquer les serviteurs car la corde cramoisie détecte leur présence. Ils nomment Andu, Shule Birga comme capitaine des équipes pour l'opération de chasse aux serviteurs. Un de ses subordonnés l'approche, lui demandant quelle sera sa prochaine action. La capitaine répond qu'il a quelque chose en tête, alors il retourne au château de Nguyen. Au château de Nguyen, Alto s'est rendu ici après avoir entendu dire que l'escouade de Tyrius, une force importante au sein de Kinokumi, recrute de nouveaux membres. La ville est d'un niveau complètement différent par rapport à son village. Alto entend des gens parler et il apprend que c'est grâce à l'escouade de Tyrius qu'ils peuvent se promener librement dans la ville sans crainte. Cependant, un garçon aux cheveux longs commente qu'il est tout naturel de protéger les faibles. Face aux protestations de son ami, le garçon admet qu'il respecte également Tyrius, le capitaine de Kinokumi, qui serait le plus fort. Alto a besoin de plus d'informations, alors il reste dans les parages. Il apprend que le capitaine Tyrius est généralement calme et doux, mais ne montre aucune pitié lorsqu'il s'agit de monstres. Il utilise une technique secrète appelée corde cramoisie pour capturer même les monstres les mieux déguisés. En entendant cela, Alto commence à se demander si Tyrius pourrait être capable de voir à travers sa fausse identité. Fidèle à sa réputation d'aimant à brut, Alto a rapidement été arrêté par un voyou qui le pousse au sol pour être un pecno.
Les autres garçons disent à la brute d'arrêter, mais la brute rétorque, leur disant de se mêler de leurs affaires. Affamé et agacé, Alto s'enfuit pendant que la brute est distraite, en réprimandant les autres. Le garçon aux cheveux longs regarde, pensant qu'Alto aurait dû riposter, mais son ami l'exhorte à se dépêcher car il a faim aussi. Poussé par la faim, Alto finit par se retrouver dans une ruelle effrayante. Sa faim commence à affecter son contrôle sur sa forme de monstre, et il s'exhorte à se calmer avant de se transformer. Alors qu'il s'enfonce dans la ruelle, il tombe sur un type capturé par un monstre. Le type implore de l'aide, et Alto lève les yeux pour voir le monstre s'approcher de lui. Sans hésitation, Alto saute à l'action, donne un coup de pied au monstre et sauve l'homme. Il le vérifie, mais constate qu'il est déjà inconscient. Alto pousse un soupir de soulagement, reconnaissant que personne n'a été témoin de sa transformation. Cependant, il se méfie du fait qu'il y ait un monstre au milieu de la ville. Il y a une odeur étrange dans l'air qui semble attiser sa faim, et ses mains se dirigent instinctivement vers l'homme inconscient malgré sa lutte intérieure pour s'arrêter. Pendant ce temps, un enfant approche le capitaine Thérius et l'informe de l'étrange fumée dans la ruelle. Le capitaine dit à l'enfant de reculer car cela pourrait être dangereux. L'enfant s'enfuit, mais demande si cela fait partie d'une mission. Thérius confirme qu'il s'agit d'une mission top secrète et demande la coopération de l'enfant. Thérius se couvre le nez avec un morceau de tissu et se dirige vers la zone enfumée. Alto est retrouvé plus tard allongé dans une pièce meublée pendant que 3 étrangers s'occupent de lui. Dès qu'il se réveille, l'aîné des garçons part chercher Mena, tandis que la femme lui demande comment il se sent. Alto répond qu'il se sent un peu étourdi. Le garçon plus âgé revient avec Mena et l'informe qu'Alto s'est réveillé. Mena lui prend la main pour vérifier son état, mais Alto, toujours confus, exige une explication. Mena accepte de lui dire, expliquant que sa mémoire est trouble à cause des sports. Mena explique que juste après qu'Alto ait aidé le garçon, il s'est effondré à cause des sports toxiques. C'est le capitaine Thérius qui l'a trouvé et l'a amené ici. L'autre femme informe Alto que les autres personnes qui ont été affectées par les sports ont repris conscience, et il a été le dernier à se réveiller. Ils sont tous soulagés qu'il soit finalement revenu à lui. Maintenant que la situation a été expliquée, Mena commence son examen. Il n'y a aucun problème avec ses pupilles, aucune anomalie dans son pouls, et sa respiration semble également bonne. Elle enlève les couvertures pour l'examiner davantage, mais Alto l'arrête. Mena lui assure qu'elle veut juste aider, mais elle respecte ses souhaits. Le capitaine Thérius entre dans la pièce, soulagé de voir qu'Alto s'est réveillé. Il dit à Mena de les laisser seuls car il veut demander quelque chose à Alto. Alto regarde le capitaine Thérius pendant que les autres partent. Thérius prend place, assurant à Alto de ne pas être aussi nerveux. Alto, toujours sur les nerfs, demande ce que Thérius veut savoir, craignant que le capitaine ne découvre sa forme monstrueuse. Thérius demande si Alto a vu quelque chose sur les lieux. Quand Alto répond qu'il n'a rien vu, Thérius l'exhorte à prendre son temps pour se souvenir. Le capitaine explique que celui qui cause des problèmes n'est pas vraiment un monstre, et qu'il n'existe que dans le sud. Il ne devrait pas être ici dans le château, ce qui signifie qu'il a dû être invoqué par quelqu'un. Alto est surpris d'entendre parler de l'invocation de monstres, mais il est soulagé que Thérius n'ait pas vu son autre forme. Le capitaine Thérius demande encore une fois si Alto a vu quelque chose, mais Alto insiste sur le fait que tout ce qu'il a vu, c'est l'enfant qui a été attaqué. À ce moment-là, ils entendent un bruit fort. Le capitaine Thérius explique que le test de sélection de l'équipe est sur le point de commencer et qu'il va partir maintenant. Alto se redresse en entendant parler du test de sélection, mais Thérius lui conseille de reconsidérer. Alto, curieux, demande pourquoi, et le capitaine explique qu'il ne croit pas qu'Alto soit fait pour cela. Thérius sait qu'Alto vient du village de Moros et mentionne le dévoreur de dieux, un esprit démoniaque relativement faible qui n'a pu être scellé que par ses prédécesseurs. Alto note que le capitaine ne sait pas que le dévoreur de dieux est mort. Tyrion félicite le courage d'Alto pour avoir sauvé l'enfant au risque de sa propre vie, mais il croit que les gens comme lui ont tendance à mourir jeunes. Il suggère qu'Alto retourne dans sa ville natale, mais Alto sait qu'il n'y a pas de place pour lui là-bas. Déterminé, il insiste pour rejoindre l'une des équipes dans l'espoir de retrouver son ancienne apparence. Le lieu de sélection est bondé, mais Alto arrive juste à temps. Il entend des rumeurs selon lesquelles plus de membres sont sélectionnés que d'habitude cette année. Alto heurte quelqu'un et s'excuse, mais la fille reste indifférente. Thérius se présente comme le chef d'escouade du groupe pénal et explique les règles du test de sélection. C'est très simple. Une fois qu'il ne reste plus que 200 participants, tout le monde réussira. Il allume une fusée éclairante pour signaler le début du test. Le chaos éclate alors que la foule commence à se battre sans se soucier de rien. Alto s'éloigne rapidement du groupe dangereux. Un voyou et ses amis approchent la fille, lui demandant de rejoindre leur groupe et affirmant qu'ils peuvent la protéger. La fille, impassible, leur dit qu'elle n'a pas besoin de la protection de quelqu'un de plus faible qu'elle. Sur ce, elle sort son arme et les bête facilement. Le gars aux cheveux longs commente que la sélection s'avère difficile, mais son ami lui rappelle qu'il doit lui aussi participer au test pour réussir. Quelqu'un dans la foule montre du doigt le gars aux cheveux longs, le traitant de petit. Le commentaire le provoque, mais son ami lui couvre rapidement les oreilles. Sachant que petit est un mot interdit autour de lui,
le gars aux cheveux longs sort son arme et commence à faire pleuvoir des flèches sur ceux qui se sont moqués de lui. Un homme à l'air zarbant approche Alto, se moquant de lui parce qu'il ne connaît pas sa place. L'homme veut toujours se battre contre Alto, même si Alto dit à la brute massive qu'il ne souhaite pas se battre. Quand l'homme charge, Alto conclut qu'il est du genre à refuser d'écouter. Il suffit d'un seul coup de pied pour mettre le type KO devant ses sbires surpris. Alto dit ensuite aux sbires de venir à lui tous en même temps pour gagner du temps. Cependant, les garçons hésitent, clairement peu disposés à s'engager pour le moment. L'un d'eux pointe derrière Alto, où un homme chauve imposant se tient debout avec d'énormes chaînes enroulées autour de son poignet comme des bracelets. Alto demande s'il va se battre contre lui ensuite, mais l'homme chauve se gratte simplement la tête et dit qu'il le soutient à la place. Le gars aux cheveux longs regarde et commente qu'Alto est vraiment fort, et qu'il aimerait l'avoir dans leur équipe. Son ami proteste rapidement, lui rappelant de ne pas agir avec autant d'arrogance après s'être fait battre plus tôt. Alto ressent une vague de confiance en sachant que même dans son état actuel, il est toujours plus fort que la personne moyenne. Le test de sélection se termine finalement après plusieurs heures intenses. Le capitaine Tyrius s'avance et accueille les participants restants dans sa troupe. Alto se dit qu'il a réussi relativement facilement malgré le fait que le chef du village lui ait dit que le groupe pénal est connu pour être une organisation dure. La fille reste silencieuse, mais le gars aux cheveux longs admet également que le test était trop simple. Son ami le taquine une fois de plus, lui disant de ne pas faire le fier après avoir été battu. Le capitaine Tyrius ordonne à chacun de former des groupes de 10, expliquant qu'ils vivront ensemble en équipe et se battront contre les esprits démoniaques. Cependant, il avertit que la force combinée de l'adolescent affectera directement leur survie. Il dit sans embâche à ceux qui doutent de leur capacité à partir maintenant, car il ne cherche que des personnes fortes. Alto admire silencieusement la façon dont Tyrius n'édulcore pas ses mots. Le gars aux cheveux longs tend alors sa main vers Alto, se présentant comme Shari et l'invitant à rejoindre leur équipe. Alto observe que les personnes rassemblées derrière Kara semblent assez compétentes, ce qui suggère que Kara lui-même n'est pas une personne ordinaire. Cela augmente le risque que sa véritable identité soit découverte. Pourtant, Alto y voit une opportunité à haut risque et à haute récompense, car faire équipe avec Kara pourrait être le chemin le plus rapide à emprunter. Finalement, Alto accepte et lui serre la main, rejoignant l'équipe. Leur équipe étant complète, Kara essaie avec enthousiasme de leur donner un nom, en proposant des suggestions ridicules comme gang de fous, imbattable dans l'espace et l'équipe la plus forte. Mais il est interrompu par Mena, qui s'avance et annonce qu'elle sera leur superviseur. Elle propose de les guider jusqu'au dortoir tout en expliquant quelques bases sur l'organisation. Pendant qu'ils marchent, Mena explique que leur base, l'escouade de Materia, est stationnée dans le château de Nioa. En plus de protéger le château lui-même, ils défendent également les 5 châteaux environnants. Naturellement, l'équipe sera envoyée pour chasser les monstres et sceller les esprits démoniaques. Quelqu'un demande avec assurance quand ils seront affectés à une mission, pensant qu'ils sont déjà assez forts. Mais Mina conseille la prudence, expliquant que si le groupe pénal valorise la puissance militaire, le capitaine Tyrius et elle valorisent avant tout la capacité de survivre. Sur ce, elle les conduit au dortoir et prend congé. Alto note tranquillement que les mots de Mina semblent avoir une signification cachée. Les autres sont d'accord, partageant le même sentiment de malaise, et une fille admet qu'elle sent que la sélection n'est pas encore vraiment terminée. Il y a un soupçon tenace que ce dortoir pourrait être un piège. Les autres écoutent sérieusement lorsqu'elle exprime son inquiétude, mais Alto leur rappelle qu'ils doivent continuer à avancer quoi qu'il arrive. Quelques minutes plus tard, la fille la plus forte de l'équipe confirme qu'il n'y a rien d'inhabituel au 2e étage. Alto rapporte qu'il a vérifié le jardin au 1er étage et n'a trouvé aucune anomalie. Carrie a également utilisé un outil magique pour scanner l'endroit, il ne peut donc pas se tromper. Il commence à se demander s'ils ne sont pas en train de trop réfléchir, mais Alto insiste sur le fait que Mena ait réfléchi, et il doit y avoir une raison derrière ces mots. Quand la fille demande ce qu'ils devraient faire ensuite, ils conviennent que pour l'instant, ils ne peuvent qu'attendre patiemment que le moment venu. Au château de Newing, Mena partage tranquillement son opinion selon laquelle il semble dur d'envoyer des monstres après les étudiants, d'autant plus que la plupart d'entre eux n'ont jamais rencontré un vrai monstre auparavant. Cependant, Tyrius soutient qu'il est toujours préférable de les laisser affronter de vrais monstres à l'extérieur et de risquer de perdre la vie pour de bon. Mena l'avertit de relâcher les critères de sélection et de rassembler plus de monde, soulignant qu'il va à l'encontre des intentions de la hiérarchie. Mais Tyrion pense que ce n'est pas pertinent pour le moment et l'assure qu'il assumera l'entière responsabilité de ce qui arrivera. Son outil magique s'active, entourant tout le château d'une barrière, tandis que les étudiants restent à l'intérieur. Pourtant, avant que la barrière ne se referme complètement, quelqu'un parvient à infiltrer le château sans se faire remarquer. L'infiltré prévoit de donner aux étudiants quelque chose de bien plus réel que de simples illusions, décidant de prendre les choses en main. Pendant ce temps, Alto se repose dans une petite maison avec Mei assise juste à côté de lui. Dans son sommeil, Alto grogne et s'agite, incitant Mei à gronder le vieil homme pour avoir envoyé Alto dans un endroit aussi dangereux juste pour cueillir des herbes. Après un certain temps, Alto se réveille enfin, et Mei s'occupe de lui, expliquant qu'il a dormi pendant 3 jours entiers après être tombé d'une falaise. Alto remarque doucement que Mei est censée être morte,
mais Mei insiste sur le fait que cela doit être à cause de sa blessure à la tête. Elle veut aller appeler le médecin, mais Alto l'arrête. Une fois que Mei a fini d'expliquer, Alto apprend que ce vieil homme les a pris tous les deux, lui et Mayan. Le vieil homme, se sentant légèrement abattu, commente qu'Alto l'a oublié alors qu'ils ont vécu ensemble comme une famille pendant plus de 10 ans. Mei pense que tout est dû à la blessure à la tête d'Alto, mais Alto sait au fond de lui que Mei est morte. Il se souvient qu'il s'est transformé en monstre et a fini par rejoindre le groupe pénal. Il peut même sentir qu'il a toujours le pouvoir de se transformer en monstre. Pour l'aider à se vider l'esprit, Mei décide de l'emmener se promener dehors. En les regardant partir ensemble, le vieil homme se dit qu'il doit être de trop. Bien qu'il soit heureux de leur proximité et de leur évolution, cela lui laisse tout de même des sentiments compliqués. Alors qu'ils se promènent dans le village, Mei parle de leur passé, comment Alto a escaladé un arbre et est tombé, comment elle a trébuché dans un trou un jour de pluie, et Alto l'a rapidement rempli pour elle. Elle lui rappelle aussi comment le vieil homme les emmenait tous les deux se promener et comment Alto était toujours frustré par cela. Pourtant, malgré ces histoires, Alto se demande doucement si toute cette situation ne ferait pas partie du processus de sélection. Cela semble si convaincant que même ses souvenirs personnels y sont intégrés de manière transparente. Pendant leur promenade, ils croisent Gora qui demande à un enfant son jouet. Alto trouve toujours Gora désagréable, mais quand il se rend compte que Gora ne demande que pour réparer le jouet, Alto se demande sarcastiquement si Gora ne s'est pas cogné la tête, lui aussi. Mais Mei insiste doucement sur le fait que Gora a toujours été une personne gentille. Alto commence à remarquer que tout autour de lui semble étrangement bizarre alors que Mei explique que tout le monde ici est traité de la même manière, et qu'ils reçoivent de la nourriture délicieuse tous les jours. Soudain, d'étranges silhouettes commencent à émerger d'une matière gluante, et Alto est forcé de s'asseoir sur une chaise ornée. Un festin apparaît devant lui, couvert de plats et de boissons raffinées. Mais Alto se souvient que leur véritable village était pauvre, et qu'ils n'ont jamais eu de tels plats ou de l'alcool. Il remarque également que tout le monde porte maintenant des vêtements luxueux qu'ils n'ont jamais possédés auparavant. Les silhouettes sinistres se rassemblent autour d'Alto, voyant qu'il ne sourit pas, et commencent à se demander pourquoi il n'est pas heureux. Lentement, Alto commence à tomber sous leur charme, et malgré le sentiment troublant, confirme qu'il est en effet heureux. La scène se déroule avec des oiseaux morts éparpillés sur le sol et des vignes monstrueuses se propageant dans toute la zone. La jeune fille lutte désespérément pour se libérer de leur emprise qui se resserre et parvient finalement à tomber sur le sol. Elle trouve cela de plus en plus étrange, réalisant que cela va bien au-delà de ce qui devrait se passer dans un simple processus de sélection. Lentement, elle comprend que ce doit être un vrai monstre parce que des gens meurent réellement. Alors qu'elle regarde autour d'elle, elle aperçoit Alto piégé et immobile également. Sans hésitation, elle dégaine sa lame et tranche les vignes pour le libérer. Elle le repousse loin du monstre qui approche et continue de couper les vignes, essayant urgemment de le réveiller. Le corps d'Alto est anormalement raide, ce qui lui fait craindre que la rigor mortis ne s'installe. Alors elle le gifle pour le réveiller, mais ça ne fait rien. Un son inquiétant attire son attention, et elle se retourne pour voir le monstre drainer la force vitale directement de ses otages. La vue devient encore plus horrible lorsque le monstre engloutit entièrement les victimes, les transformant en monstres grotesques sous son contrôle. À ce moment, Kari apparaît sur les lieux et révèle d'urgence que le monstre auquel ils font face s'appelle Madiokiwa. Il avertit la jeune fille qu'ils ne peuvent pas le vaincre et qu'ils doivent s'échapper immédiatement. Pourtant, avant même qu'ils ne puissent tenter de fuir, Kari est pris sur le vif par les vignes monstrueuses, suivi presque immédiatement par la jeune fille. Ils réalisent tous les deux avec terreur que le monstre est tout simplement trop puissant pour eux. Ailleurs, Mei supplie Alto, demandant pourquoi il refuse de croire en elle et pourquoi il ne veut pas lui sourire. Elle se demande s'il a fini par ne plus l'aimer. Laissant tomber ses vêtements, elle insiste sur le fait que s'ils ne font qu'un, cela le fera sûrement croire, mais Alto la repousse avec force, sachant au fond de lui que la vraie Mei n'agirait jamais ainsi. Sa poussée brise son illusion, et l'attitude de la fausse Mei change. Elle admet froidement qu'elle avait prévu de lui donner une mort facile, mais maintenant elle va plutôt la rendre douloureusement cruelle. Pourtant, elle est stupéfaite quand Alto apparaît soudainement juste devant ses yeux, lui disant que son bavardage incessant l'endort. Dans ces derniers mots, le monstre demande ce qu'est réellement Alto, mais il ne ressent aucun besoin de s'expliquer à quelque chose comme elle. De retour dans le monde réel, Alto s'est complètement transformé en sa forme de monstre. La jeune fille regarde Kara avec détresse alors que le monstre l'étrangle si violemment que du sang coule de ses orifices. Juste avant de perdre connaissance, Kari parvient à apercevoir Alto se libérant des griffes mortelles du monstre. Alto tranche les vignes constrictives et se précipite vers les deux autres pour les sauver. Après avoir toussé un peu, Kari lève les yeux pour remercier Alto de leur avoir sauvé la vie, mais Alto répond qu'il n'y a pas besoin de gratitude. La jeune fille pousse un cri de choc quand elle voit qu'Alto a pris sa forme monstrueuse. La réaction de Kari est tout aussi dramatique alors qu'il se plaint à lui-même de s'être retrouvé dans un autre pétrin juste après s'être échappé du dernier. Cependant, Alto les assure qu'il n'est pas tombé au point de perdre le contrôle de lui-même. Kari et la jeune fille sont stupéfaits de voir qu'Alto conserve toujours sa santé mentale, mais Alto reste calme et dit qu'il est prêt à se battre s'ils veulent se battre. En réfléchissant à ce moment,
Alto se rend compte que le chef du village avait raison, le monde extérieur est bien plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Il précise qu'il n'a aucune rancune envers eux, mais il ne souhaite pas non plus mourir. Donc, si cela devait arriver, il se battra pour se protéger. En entendant cela, Carrie se précipite soudainement plus près et se colle à la jambe d'Alto comme une sangsue, déclarant joyeusement qu'Alto est encore plus cool maintenant. La jeune fille souligne sèchement que Carrie s'emballe beaucoup trop. Alto demande alors s'ils n'ont pas peur de lui puisqu'il est, après tout, un monstre. La jeune fille répond qu'Alto a conservé sa santé mentale et les a aidés, il a donc prouvé qu'il était digne de confiance. Carrie est tout à fait d'accord, disant qu'il a aussi confiance en Alto, ce qui fait qu'Alto se demande doucement si le chef du village n'avait peut-être pas tort au sujet des étrangers. Pourtant, Kara ajoute rapidement que le chef du village n'avait pas tout à fait tort. Les humains qui ont été corrompus par le pouvoir ont causé des catastrophes dévastatrices dans le passé. Alto comprend qu'en général, les humains corrompus et les êtres magiques sont rapidement éliminés. Carrie l'avertit que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il se trouve simplement à voir sa situation un peu différemment. Alto le remercie sincèrement, mais Carrie le balaie d'un revers de main, disant qu'il a en fait une faveur préférée à demander en échange du fait de garder le secret d'Alto. Suspicieux, Alto demande ce qu'il veut, mais Karu demande simplement à Alto de vaincre le monstre. Alto a été surpris par la simplicité de la demande, ce qui a incité Karu à protester que c'est quand même un travail important. Alto se tourne alors vers la jeune fille et lui demande si elle a quelque chose qu'elle voudrait de lui. À ce moment, la jeune fille se présente enfin comme Reika et lui dit qu'elle ne demande pas de remboursement. Au lieu de cela, elle dit qu'elle croit qu'Alto mérite de vivre parce qu'il s'accroche toujours à sa raison. Cependant, elle ajoute que s'il perd un jour le contrôle et devient vraiment un monstre, elle devra l'éliminer elle-même. Alto apprécie doucement sa résolution, mais Carrie remarque un tatouage sur Reika et souligne qu'elle doit être originaire de Malice City. Alto avoue qu'il n'en a jamais entendu parler, alors ils expliquent que Malice City se trouve à l'extrémité nord du continent. Elle est connue pour son taux de criminalité élevé et sa technologie de pointe. À Malice City, les modifications corporelles sont une tendance populaire. Certaines personnes ont même tout remplacé sauf leur cerveau. Malgré cela, explique Reika, la forme que prend une personne ne lui importe pas. Carrie commente qu'elle est étonnamment rationnelle et qu'il aimerait bien s'entendre avec elle, mais Reika lui rappelle rapidement qu'ils ont encore un monstre à combattre. Ils observent attentivement les mouvements du monstre, et Carrie souligne que ce n'est pas l'endroit où Magiokiwa a été scellé à l'origine. Quelqu'un a dû l'invoquer ici délibérément. Juste au moment où ils s'apprêtent à agir, ils entendent des pas s'approcher. Une escouade de membres réguliers arrive et leur assure de se diriger vers le côté et de leur laisser le monstre. Carrie et Alto échangent des regards et décident de leur faire confiance, tournant le dos au monstre et se préparant à avancer. Alors qu'ils s'éloignent, ils discutent nonchalamment, ignorant que les membres de l'escouade derrière eux sont déjà aux prises avec le monstre. De forts bruits de fracas attirent bientôt l'attention d'Alto, le mettant mal à l'aise, mais Carrie insiste sur le fait qu'il est juste en train de trop réfléchir. Leur conversation se termine brusquement lorsque le chaos éclate et qu'un garde, étranglé par des vignes monstrueuses, est projeté juste au-dessus de leur tête, les forçant à faire face à la réalité de la situation. Les trois réalisent rapidement que les membres de l'escouade régulière sont déjà tombés, leur force vitale complètement drainée, et que le monstre est maintenant hors de contrôle après avoir absorbé beaucoup trop de vitalité. Parmi les trois, Kara est celui qui panique le plus, les avertissant d'urgence qu'ils doivent s'enfuir immédiatement. Alors que le monstre se tourne vers eux, Kara tremble de façon incontrôlable, même si Reika essaie de le concentrer. Au moment où le monstre est sur le point d'attaquer Carrie, Alto s'avance et s'empare de la vigne, la tranchant à main nue. Déterminé, Alto dit qu'il veut sauver les survivants restants. Reika le rejoint silencieusement dans cette mission, se préparant à combattre. Kara, en revanche, a du mal à comprendre pourquoi il refuse d'abandonner alors que la situation semble désespérée. Mais à la fin, il se force à avancer aussi, se rappelant qu'il s'est porté volontaire pour faire partie de l'escouade criminelle. Pendant ce temps, de l'autre côté, le monstre hurle fort, envoyant un signal effrayant que son noyau est maintenant rempli d'une puissance encore plus grande. Mena se rend compte que la situation est devenue critique et qu'ils doivent sceller le noyau pour l'arrêter. Sans hésitation, elle commence à former une barrière autour de lui, même si elle est elle-même prise par les vignes du monstre. L'un de ses subordonnés proteste, lui rappelant que les barrières ne sont pas sa spécialité, mais Mina demande de toute urgence son aide. Rassemblant ses forces, Mina se libère de l'emprise du monstre et ordonne aux gardes de le retenir, même s'il est clair qu'il lutte contre sa force pure. Le monstre lance une attaque sur l'un des gardes, mais s'arrête brusquement en plein milieu de l'attaque. Ils en concluent rapidement que quelqu'un a dû découvrir le noyau du monstre, supprimant avec succès ses mouvements de l'intérieur. Sur le champ de bataille, Alto et les autres travaillent ensemble de manière transparente pour maîtriser le monstre. Carrie ne cesse de crier les directions exactes d'où viendront les prochaines attaques du monstre. Ses prédictions sont d'une précision impressionnante grâce à l'artefact qu'il utilise, ce qui lui permet de guider également les autres. Suivant ses indications, il se concentre sur l'interception et la suppression de chaque frappe parvenant à supprimer la puissance du monstre, du moins pour le moment. L'équipe félicite Mena pour ses brillants efforts pour sceller le noyau du monstre,
mais au fond d'elle, elle sent que quelque chose ne va pas. Les mouvements du monstre se sont peut-être arrêtés, mais sa puissance continue de croître, palpitant sous la surface. Soudain, le monstre redevient actif, émettant violemment des vagues d'énergie qui secouent toute la zone. Un membre régulier de l'escouade regarde avec anxiété et pense que s'ils peuvent simplement continuer à maîtriser le monstre comme ça, alors le capitaine interviendra sûrement et l'achèvera. Mais l'instant d'après, la vague d'énergie déchaînée du monstre fait exploser la tête du membre de l'escouade en un seul moment horrible. Reika annonce immédiatement que le saut a échoué alors que le monstre se profile au-dessus d'eux. Alto s'avance sans hésitation pour se préparer à l'attaque du monstre, qui perce directement son corps, faisant crier Kara et Reika d'inquiétude. La douleur est accablante, mais Alto parvient finalement à saisir le monstre de près, prêt à le combattre de front. Le saccage à grande échelle du monstre commence, ce qui inquiète profondément Mena de l'aggravation de la situation. Elle ordonne aux autres de se dépêcher et de se diriger vers les candidats pendant qu'elle s'occupera elle-même du monstre. Ses subordonnés l'exhortent à attendre le capitaine Tyrius, mais Mena insiste sur le fait qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Pendant ce temps, à l'autre bout, Kari et Reiko appellent Alto au secours, mais il leur dit de rester en arrière et d'aider plutôt en perturbant l'alimentation énergétique du monstre. Le monstre rugit et charge à nouveau sur Alto, le faisant tourbillonner violemment avant de finalement le jeter au sol. Pourtant, de la fumée et de la poussière tourbillonnante, Alto émerge une fois de plus, se déplaçant à une vitesse fulgurante alors qu'il frappe le monstre sous plusieurs angles. Cependant, Kari et Reika savent qu'il ne faut pas se détendre car les blessures du monstre commencent à guérir presque immédiatement, se régénérant rapidement grâce à la vaste énergie qu'il a absorbée. Maina arrive sur les lieux et ordonne d'urgence à Kari et Reika de tout laisser au capitaine Tyrion et de se mettre en sécurité. Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, le monstre se jette directement sur Mena, prêt à l'écraser. Alto apparaît juste à temps pour la protéger. Et bien que Mena soit choquée de le voir sous sa forme monstrueuse, Alto lui dit simplement qu'il n'est pas un ennemi avant de retourner au combat. Confuse mais reconnaissant qu'il n'y a pas d'autre choix, Mena décide silencieusement de faire confiance à Alto pour l'instant. Alto frappe le monstre sans relâche, le frappant encore et encore tout en esquivant chaque attaque entrant avec précision. Kari encourage la force d'Alto, mais Mena reste méfiante, sentant que ce n'est pas encore fini. Ensemble, ils regardent le corps apparemment vaincu du monstre resté immobile tandis qu'Alto note tranquillement qu'utiliser autant de puissance l'a rendu insupportablement affamé. Soudain, le monstre commence à émettre une étrange substance verte et gluante qui se forme en d'innombrables petites têtes, chacune chantant pitoyablement qu'elle a mal. Mena analyse la situation et se rend compte que le monstre a absorbé des humains pour acquérir des compétences linguistiques et qu'il commence maintenant à se diviser en plusieurs parties. Pour Alter, cependant, l'odeur du monstre et sa chair tremblante semblent dangereusement séduisantes. Reconnaissant la menace, le monstre réalise trop tard ce qu'est vraiment Alto, un mangeur de dieux. En un instant, Alto tend la main et brise violemment les têtes du corps principal. La tête coupée crie au reste de son corps de s'échapper et pleure désespérément quand Alto la regarde comme un prédateur vorace fixant une proie. Incapable de résister, le côté monstrueux d'Alto dévore la chair du monstre alors qu'il pleure et implore de l'aide qui ne viendra jamais. Enfin, le capitaine Tyrius arrive sur le champ de bataille, évaluant rapidement la scène chaotique et réalisant qu'il est un peu en retard, mais toujours déterminé à y mettre fin. Il se lance en avant avec une frappe décisive visant le monstre, mais Alta réagit instinctivement, déviant l'attaque du capitaine et s'emparant de l'épée. Au moment où Alto la saisit, cependant, l'épée lui inflige une douleur atroce, le forçant à riposter. Canalisant sa puissance, Alto brise l'arme en fragments avec une seule vague d'énergie explosive. Enfin, le capitaine Tyrius, sa détermination inébranlable, appelle Alto à se retirer et déclenche un coup de poing dévastateur de toutes ses forces restantes qu'il envoie voler. Le monstre célèbre son évasion de justesse et utilise rapidement une technique pour fuir, mais le capitaine Tyrius l'attache en place avec ses cordes cramoisies. Le monstre semble reconnaître Tyrius, mais il reste résolu à le capturer. Serrant les cordes cramoisies, il étrangle la créature jusqu'à ce qu'elle se divise en plusieurs fragments plus petits. Chaque fragment s'éloigne en se disant que Tyrionus ne pourrait jamais deviner lequel détient le noyau. Contrairement à ses attentes, Tyrius saisit le noyau en un seul mouvement décisif et l'écrase, ce qui provoque la désintégration de toutes les autres pièces. Le danger immédiat étant écarté, Tyrius se tourne vers la question la plus gênante, Alto et sa forme monstrueuse. Alors qu'Alto grogne, Tyrius se demande s'il existe un moyen de le contrôler. Pour l'instant, il utilise un artefact pour envelopper Alto dans une bulle protectrice, le forçant à dormir. La dernière chose dont Alto se souvient, c'est que le capitaine Tyrius s'approche et fait quelque chose qui a fait que tout s'estompe dans le noir. Quand il reprend conscience, il réalise qu'il a été emmené dans une unité médicale où Mena a personnellement géré son traitement. Elle a appliqué divers médicaments, ce qui lui a d'abord fait soupçonner qu'elle pourrait l'empoisonner, mais cela ne s'est jamais avéré être le cas. Quelques jours passent et ses blessures guérissent suffisamment pour qu'il puisse à nouveau parler. En fin de compte, Mena est la seule à superviser constamment son rétablissement. Kari et Reika viennent lui rendre visite. Kari est surpris qu'Alto ait survécu. Bien qu'honnêtement, Alto partage la même surprise.
Mena remarque les visiteurs et leur ordonne de rester avec Alto car ses réactions restent lentes à cause de la faiblesse. Il va sans dire que Carrie et Reika comprennent ce qu'on attend d'eux. Pendant ce temps, Alto se demande tranquillement pourquoi le capitaine Tirius l'a laissé vivre alors qu'il connaissait sa véritable identité et qu'il a même organisé son traitement par la suite. Ses coéquipiers ont remarqué qu'Alto est perdu dans ses pensées et ont demandé à Mena s'il s'était vraiment remis. Mena les rassure en expliquant qu'elle a préparé un médicament spécial pour l'aider à se stabiliser, il ne devrait donc pas y avoir de problème majeur. Tyrus arrive et demande à tout le monde de les laisser seuls pour une conversation privée. Carrie hésite, voulant rester parce qu'il connaît déjà les circonstances, mais Méné lui rappelle de respecter l'autorité du capitaine car cela concerne la responsabilité. Une fois seul, le capitaine Tyrus demande si Alto se souvient de ce qui s'est passé pendant l'incident, notant que la démonisation n'affecte généralement pas la mémoire. Alto se demande comment répondre et dit simplement qu'il ne comprend pas ce que Tirius veut dire. Tirius semble amusé par son audace, mais admet ouvertement qu'il est au courant de la démonisation d'Alto. Alto demande alors pourquoi il a été épargné et soigné alors que la division clé interdit strictement les démons. Tirius explique son raisonnement. Premièrement, Alto a protégé les candidats des esprits démoniaques, prouvant qu'il a un sens du devoir qui vaut la peine d'être sauvé. Deuxièmement, contrairement au Sénat rigide, Tirius lui-même ne déteste pas les démons tant qu'ils ne font pas de mal aux gens. Et enfin, Tirius veut Alto à ses côtés à cause de sa force. Il ajoute que l'organisation est devenue de plus en plus méfiante ces derniers temps, et cet incident en est une preuve claire. Alto demande si Tirius gardera le silence sur son secret s'il devient son subordonné, mais le capitaine le corrige en disant qu'il ne veut pas d'un simple subordonné. Il veut qu'Alto devienne son épée. Alto comprend que cela signifie être une arme pour chasser les démons, une relation plus proche d'un contrat que de maître et serviteur. Après y avoir réfléchi, Alto demande la permission de faire ce qui pourrait ressembler à une demande audacieuse. Tirius lui en donne l'occasion, alors Alto révèle qu'il veut désespérément redevenir humain et cherche de l'aide pour trouver un moyen. Tyrion demande s'il a entendu parler du pays de la connaissance, ce à quoi Alta répond qu'il sait seulement que c'est là que les divisions clés ont collecté la sagesse. Tyrion explique que cet endroit contient des livres anciens, des légendes et même des techniques interdites. Certains contiendraient des méthodes pour transformer les démons en humains. De nombreux démons ont essayé de s'infiltrer pour obtenir ces secrets, mais ont été systématiquement éliminés. À partir de là, Alta en déduit qu'il doit encore y avoir un moyen de s'infiltrer, et Tirius admet qu'il y en a un, mais dit qu'il ne révélera comment qu'en fonction des contributions d'Alto. La chasse aux démons comporte de sérieux risques et pourrait signifier la mort. Même ainsi, Alto est résolu car pour lui, c'est le seul chemin qui reste. Tirius semble surpris de voir la détermination d'Alto, mais lui rappelle fermement que si Alto perd tout son sens et devient incontrôlable pendant la bataille, il devra l'éliminer. Alto accepte cette condition et demande finalement combien de travail il devra effectuer avant d'apprendre la méthode pour infiltrer le pays de la connaissance. Le capitaine Tyrus conseille à Altom de ne pas être si pressé car il se remet encore de ses blessures. Il explique en outre que le monde de la connaissance est géré par les anciens membres du Sénat et n'est pas accessible librement à tout moment. De plus, le nombre de livres stockés là-bas est énorme, il serait donc presque impossible de trouver rapidement ce dont il a besoin. Ils doivent procéder avec prudence et patience. Tirius, décidant de clore la réunion, ajoute que Mena le gronderait s'il s'attardait plus longtemps. Il conseille doucement à Alto de ne pas trop se surmener. Malgré cela, Alto reste troublé car trop de gens l'ont vu se transformer en monstre. Pourtant, Tirius le rassure, lui expliquant que, malheureusement, ceux qui ont été témoins de tout cela sont morts au combat. Le deuxième jour, Alto tente de se lever et de faire un pas tout seul, mais ses genoux affaiblis cèdent, et il s'effondre sur le sol. Carrie et Reika arrivent pour une visite, et sont choqués de le voir allongé sur le sol. Inquiète, Reika s'approche, demandant si elle doit appeler Mena, mais Carrie la met rapidement en garde de ne pas toucher Alto. À ce moment précis, une douce lumière enveloppe Alto et se rassemble en un petit être lumineux reposant dans ses mains. Les yeux de Carrie s'écarquillent d'excitation lorsqu'il explique que c'est un esprit. Il explique que lorsque de puissantes énergies spirituelles s'accumulent, cela peut parfois donner naissance à des esprits. Contrairement aux entités démoniaques, ces esprits purs peuvent devenir très utiles à mesure qu'ils grandissent, en acquérant des capacités uniques. Cependant, Alto semble beaucoup moins enthousiaste, estimant qu'un noble esprit est trop bien pour quelqu'un comme lui qui est tombé dans la monstruosité. Carrie, toujours ravie, mentionne que l'esprit se vendrait à un prix énorme, mais même l'esprit semble mécontent de cette idée et saute rapidement des mains d'Alto pour s'échapper. Kara panique et le poursuit désespérément, tandis qu'Alto et Reika regardent le spectacle se dérouler avec des expressions vides et amusées. Quelques jours plus tard, ils suivent un entraînement épuisant dans le cadre de leur unité disciplinaire. Les exercices sont intenses et punitifs, poussant chacun d'eux à ses limites. Reika affiche des performances supérieures à la moyenne, faisant preuve d'une compétence impressionnante. Alto parvient à rester dans la moyenne, se sentant soulagé que quelqu'un nommé Carrie se classe constamment au plus bas, lui évitant de se sentir inférieur. Malgré la brutalité, cette épreuve partagée contribue à approfondir leur lien en tant que coéquipiers. Finalement,
le jour tant attendu arrive où ils affrontent le capitaine Tyrius pour un entraînement spécial, ou plutôt ce qui s'avère être une figurine en bois de lui. Confus, les trois n'ont aucune idée de la manière de procéder jusqu'à ce que Meuna apparaisse derrière la figurine, annonçant joyeusement qu'il est temps de s'entraîner spécialement pour vénérer le capitaine Tyrius. Leurs visages impassibles la font rire et admettre qu'elle plaisante seulement. Avec un ton plus sérieux, Meuna ouvre une grande porte et les félicite d'avoir été reconnus. La porte révèle l'armurerie de l'unité disciplinaire, un endroit étonnant où l'espace même semble se déformer, rempli d'innombrables armes de toutes formes. Les trois sont visiblement émerveillés par le spectacle, mais Meuna leur rappelle doucement d'écouter son explication. Elle explique que les armes de cette armurerie doivent être maîtrisées par leurs utilisateurs. Le fait qu'elle les accepte dépend entièrement des capacités et de l'affinité de chacun. Étant donné que de nombreux membres de l'escouade comptent sur la magie et les techniques de scellement, des forgerons et des maîtres des talismans qualifiés ont collaboré pour imprégner les armes d'une immense puissance magique. Cette fusion de talismans et d'armes a créé des artefacts extraordinaires. Même un enfant pourrait manier ces armes avec une force écrasante, à condition qu'elles soient compatibles. Au fil du temps, certaines armes ont absorbé une puissance spirituelle, évoluant en entités dotées de leurs propres esprits d'armes. Meuna souligne que chaque arme ici possède une puissance spirituelle, et que quelques-unes ont atteint le rare stade d'esprit d'armes. Elle exhorte en à choisir avec soin car ces armes deviendront non seulement des outils, mais de véritables partenaires. Les trois commencent à tendre la main pour faire leur choix. Alors que Carrie tend la main, une lumière intense jaillit et quelque chose tombe de manière inattendue sur son visage. Inquiet, ses amis lui demandent s'il va bien, mais Meuna, la soigneuse, note sa surprise face à ce qu'il a tiré, une arme rare et inhabituelle. Sa forme lui permet de fonctionner à la fois comme une arme et comme un objet du quotidien. Plus intéressant encore, placer un objet à l'intérieur de son contenant peut le transformer en quelque chose de remarquable. Carrie, ravie, salue son nouveau partenaire et s'y accroche avec enthousiasme, tandis que Mina encourage Alto et Reika à aiguiser leur sens et à faire appel à leurs propres armes. Ils se concentrent profondément tandis que la voix de Mina les guide pour concentrer leurs énergies. En réponse, un éventail d'armes commence à tourbillonner et à scintiller dans l'espace qui les entoure, attirés par l'appel de leurs utilisateurs choisis, attendant de se révéler alors que les deux se préparent à faire leur choix. Une arme descend vers Reika, et elle l'attrape avec une poussée d'énergie spirituelle qui la traverse. Elle la balance à titre expérimental, sentant à quel point elle tient parfaitement dans sa main et sachant instinctivement que c'est l'arme la plus appropriée pour elle. Pendant ce temps, Alto peut également sentir que l'arme qui lui est destinée est quelque part à proximité, attendant de se révéler. Il l'exhorte à se manifester rapidement, mais au lieu de cela, les armes autour de lui commencent à tourbillonner de manière chaotique dans un puissant vortex. Carrie, observant attentivement, ressent l'incroyable énergie spirituelle rayonnant d'Alto et s'exclame avec émerveillement, parvenant à peine à esquiver une arme qui se précipite dans la spirale croissante. Ce spectacle impressionnant rappelle à Meuna le moment où le capitaine Tyrius a choisi sa propre arme. Alto tend la main vers une épée qui semble l'appeler, mais au moment où il la touche, toutes les armes s'écrasent brusquement sur le sol, se taisant. Confus par ce qui vient de se passer, Alto jette un coup d'œil à Meuna, qui admet que même elle n'a jamais été témoin de quelque chose de pareil auparavant. Déterminé, Alto essaie à nouveau. Cette fois, les armes tremblent, s'élevant lentement dans les airs comme si elles étaient tirées par une force invisible. Le petit public regarde avec une anticipation anxieuse, se demandant s'il réussira cette fois. Soudain, une immense énergie jaillit d'Alto, agissant comme un aimant et attirant les armes vers lui avec une force irrésistible. Karu et Reika regardent avec confusion, mais Mina comprend ce qui se passe réellement. C'est l'effet de l'esprit vaisseau. La vérité est qu'en Alto réside la formidable puissance du dévoreur de Dieu. Lorsqu'une nouvelle puissance spirituelle tente de pénétrer dans son corps, elle se heurte inévitablement à cette force existante. Le corps d'Alto se met à trembler alors que les deux pouvoirs se battent pour la domination en lui. Alarmé, Karu l'appelle, mais Meuna l'arrête rapidement, expliquant que si Alto peut surmonter cette épreuve, sa puissance deviendra plus forte que jamais. À l'intérieur, l'affrontement fait rage jusqu'à ce que le dévoreur de Dieu émerge finalement victorieux, dévorant complètement l'esprit. Alto reprend ses esprits, et presque immédiatement, il sent la poussée d'une force nouvelle le traverser. Shari est stupéfait, reconnaissant que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Meuna lui demande calmement comment il se sent, et Altar répond qu'il peut maintenant sentir le pouvoir du dévoreur de Dieu plus intensément que jamais. Pour tester cette nouvelle force, il façonne une lame avec sa main et la balance sur le sol, creusant une cavité creuse qui semble étrangement vivante comme si le pouvoir lui-même avait pris forme. Le fort écho de cette frappe se répercute dans les couloirs, attirant non seulement l'attention des gardes à proximité, mais aussi celle d'un intrus caché tapi dans l'ombre. L'intrus qui avait prévu de frapper pendant l'absence du capitaine Tyrius se retrouve diverti par la démonstration inattendue de puissance du jeune démonisé. De retour au château, Alto et son équipe s'occupent de plusieurs petits monstres, les enfermant dans un coffre solide. Malgré leurs efforts, Carrie se plaint, se sentant complètement épuisé après avoir secouru les blessés et nettoyé le laboratoire. Ils râlent qu'ils n'ont presque pas eu un moment de repos depuis qu'ils ont choisi leurs armes,
arguant qu'ils commencent à se sentir moins comme des membres de l'escouade et plus comme les garçons et reines surmenés de Mina. Reika rappelle à Kara qu'il ne peut pas vraiment protester auprès de qui que ce soit puisque le capitaine Tyrius n'est pas disponible pour le moment. Alto essaie de raisonner que peut-être il pourrait y avoir un avantage caché ou une augmentation de puissance à faire ces tâches supplémentaires, mais Carrie refuse obstinément de croire que l'aide au nettoyage pourrait jamais faire partie d'un entraînement approprié. Même Alto se sent mal à l'aise lorsqu'il suggère que cela pourrait améliorer leur endurance face à des situations bouleversantes, mais Carrie le traite instantanément de traître pour avoir pris le parti de Mena. Ajoutant à la frustration de Carrie, ils entendent d'autres gardes parler fièrement de la façon dont la chasse aux monstres était incroyable. Les trois reconnaissent ces gardes comme des recrues qui sont déjà sur le terrain en train de chasser activement tandis qu'eux-mêmes restent bloqués au service de nettoyage. Ils poussent un soupir collectif d'exaspération à l'unisson parfait. Kara est de plus en plus agité, suggère qu'ils ignorent la demande de Maïna et qu'ils s'éclipsent seuls, mais Reika souligne que cela ne ferait que créer des problèmes. Cependant, Alto convient qu'ils ont besoin de plus d'expérience sur le terrain, donc sa solution est d'approcher Mena directement et de lui demander. Carrie l'encourage avec un espoir renouvelé. Mena n'apprécie pas qu'on lui dise quoi faire, mais heureusement, leur timing semble être en leur faveur. Elle leur donne la permission, leur ordonnant de se changer en uniforme et de partir immédiatement. Finalement, les trois sont à l'extérieur des murs du château, chevauchant dans une charrette à cheval sous le ciel ouvert. Alto repère une créature qu'il n'a jamais vue auparavant et la montre avec curiosité, tandis que Reika enregistre son apparence alors qu'Alto décrit ses caractéristiques. Sans même ouvrir les yeux, Kerry les informe que le monstre en question n'est en fait qu'un bœuf géant, un herbivore, docile et classé comme inoffensif. Alto et Reika louent tous les deux Kara pour sa connaissance inattendue, mais il les gronde sévèrement. Kara insiste sur le fait qu'il devrait faire plus d'efforts pour en savoir plus sur les monstres, car connaître les caractéristiques d'un ennemi peut être aussi vital que de les combattre directement. Pourtant, les deux autres maintiennent leur conviction que l'expérience réelle sur le terrain leur apprend bien plus que les livres ne pourraient jamais le faire. Alto ajoute avec désinvolture qu'il comprend mieux une créature après l'avoir mangée, bien que Reika ne puisse pas tout à fait dire s'il plaisante ou s'il est tout à fait sérieux. Malgré la conversation sérieuse, Karu ne peut s'empêcher de grogner que la mission elle-même est terriblement ennuyeuse, et il regrette d'en avoir jamais parlé à Mena en premier lieu. Mena leur avait dit qu'il s'agissait d'une mission spéciale, mais son sourire troublant les avait mis mal à l'aise dès le départ. Elle a essayé de les rassurer, en disant qu'ils devraient être heureux parce qu'ils avaient obtenu le sceau d'approbation de l'escouade. Pourtant, même alors, ils n'ont pas pu se débarrasser du doute persistant. Elle a expliqué que la tâche consistait à transporter quelque chose de précieux et de valeur, en leur remettant une longue liste de fournitures. Kara avait pensé que cela pourrait se transformer en une chance de tester leurs compétences au combat, mais jusqu'à présent, cela s'était vraiment avéré n'être rien de plus qu'une simple mission de transport. Ce qui les a frappés comme étranges, cependant, c'est que Maïna leur avait spécifiquement dit que si quelqu'un essayait de voler les fournitures, il pouvait les remettre à l'officier de la garnison sans se battre. Et si nécessaire, détruire les fournitures était même acceptable. C'est la partie qui n'a plu à aucun d'entre eux. Quoi qu'il en soit, le voyage se déroule sans heurts, donnant presque plus l'impression d'une visite touristique tranquille que d'une mission. Après avoir voyagé pendant un certain temps, ils sont finalement arrivés dans un endroit appelé Shukuba, une petite ville située près du château de Rosanna. Comme il faudrait environ une journée de plus pour atteindre le château de Rosanna, ils décident de se reposer à Shukuba pour la journée et de rassembler leurs forces pour ce qui pourrait arriver ensuite. Reika arrête le chariot lorsqu'ils atteignent Shukuba. Dans une auberge locale, l'homme chauve informe son supérieur que les réserves d'eau et de nourriture du château de Rosanna ne sont pas arrivées depuis des jours. Ils n'ont qu'une petite quantité de légumes et de viande séchée, donc l'auberge n'a pas de ressources à épargner. Cependant, l'homme à la coupe afro lui dit que le transport est toujours négligé à l'approche du festival, ils ne peuvent donc que l'endurer. C'est alors que les trois membres de l'équipe arrivent à l'auberge, mais l'homme chauve leur dit qu'ils ne peuvent accueillir aucun client pour le moment. Alto leur dit qu'ils sont membres du Kinokumi, ce qui change complètement l'attitude de l'homme. Alto explique qu'ils ont reçu l'ordre de transporter des fournitures au château de Rosanna et demande s'ils peuvent passer la nuit à l'auberge. À l'extérieur de l'auberge, l'atmosphère devient sombre lorsqu'une silhouette espiègle les observe. Le temps redevient normal après un moment tandis que l'homme chauve les emmène dans leur meilleure chambre avec vue sur le château de Rosanna. Une fois qu'ils sont seuls, Reika remarque que la pièce est poussiéreuse, mais Alto dit qu'un petit coup de chiffon ne fera pas de différence. Karu les appelle pour leur montrer la vue depuis la fenêtre. Alto fait remarquer que c'est magnifique, mais Karu lui dit que la vue du côté opposé est encore plus époustouflante. Alto veut en savoir plus, mais Kara est satisfait que la connaissance préalable soit importante comme il l'a dit. Alto montre immédiatement son désintérêt, ce qui donne envie à Kara de terminer son discours. Il les informe qu'il y a quelques années, un monstre déchaîné a provoqué un choc sismique, déclenchant le mouvement des plaques continentales. Dans la région nord-ouest du continent, ces forces ont fait s'affaisser la terre, entraînant l'émergence d'immenses îles fragmentées. Il y a même une rumeur selon laquelle une énorme bête magique aurait soulevé le château de Rosanna dans le ciel. Et en raison de l'influence de cette créature,
un biome unique s'est formé où désert et glaciers coexistent. La coexistence du sable et de la glace a façonné une culture distinctive autour du château de Rosanna. On dit que lorsque la bête de Rosanna change de corps, le printemps arrive. Pendant ce bref printemps, les habitants du château de Rosanna organisent un grand festival pour exprimer leur gratitude à la bête de Rosanna et célébrer le début d'une nouvelle année. Après que la bête de Rosanna a changé de corps, le paysage du désert et des glaciers se transforme rapidement sous son pouvoir. L'ancien désert se transforme en glacier, et l'ancien glacier devient un désert. Les aubergistes sont impressionnés par les connaissances de Carrie et leur disent que le festival aura lieu dans 3 jours. Carrie pense que c'est le moment idéal car il souhaite voir ce festival légendaire de ses propres yeux. Alors que la poussière se dépose, les 3 s'endorment sur et sous leur lit. Cependant, un scintillement de lumière réveille Alto de ses rêves. Il se lève et se dirige vers le placard. Le placard suspect émet un son qui surprend Alto. Il ouvre le placard et y trouve un scorpion et une araignée. Alto observe prudemment les 2 insectes, ignorant l'ombre sombre qui se profile derrière lui. Les aubergistes viennent frapper à la porte après avoir entendu un grand fracas, mais la porte et le mur s'effondrent pour révéler Alto debout devant une sombre silhouette monstrueuse. Le monstre sombre se tourne vers eux et les effraie, mais Alto se sent soulagé qu'il se soit enfui car maintenant il peut se battre sans retenue. Il attaque le monstre avec sa nouvelle arme, mais le monstre la dévie facilement. Kara et Reika arrivent également sur les lieux après avoir porté le chaos, mais Alta les avertit d'être prudents car le monstre est incroyablement coriace. Au château de Rosanna, les gardes ont déjà été éliminés par un groupe d'intrus. Parmi eux se tient l'envahisseur, léchant calmement ses griffes tachées de sang. Son subordonné demande hésitant comment il devrait gérer la situation, mais l'homme dit que Kinokumi peut s'en occuper seul. Le subordonné proteste que cela semble excessif car il n'y avait pas vraiment besoin d'aller aussi loin, mais l'envahisseur prétend simplement qu'il n'a rien fait du tout. Au lieu de cela, il rejette toute la faute sur le monstre qui se tient à l'intérieur du château de Rosanna. Le château lui-même s'est maintenant transformé en un lieu rempli de conspirations, un domaine démoniaque imprégné de ténèbres. Les aubergistes courent désespérément pour sauver leur vie. L'un d'eux trébuche sur une pierre et demande de l'aide à l'autre. L'autre se retourne, les yeux écarquillés à la vue de la destruction causée par le monstre. Terrifiés, ils se rendent tous les 2 au château pour contacter le quartier général aussi vite que possible. De retour à l'auberge démolie, le monstre émerge des débris, sa présence étant écrasante. Les attaques d'Alto réussissent à le couper sur le côté, mais il réalise rapidement que le sang du monstre est corrosif. Il avertit ses amis de rester en arrière, mais Carrie demande si Alto peut s'en occuper seul. Alto répond avec confiance que ce n'est pas du tout un problème car il peut clairement voir les mouvements du monstre. Saisissant l'instant, il lance une attaque alimentée par la puissance de son esprit d'arme, sentant sa force le traverser. Il croit que c'est l'occasion idéale de tester les résultats de son entraînement. Pourtant, malgré la force de ses coups, le monstre sombre semble seulement bouder, mais Alto refuse d'arrêter son assaut incessant. Alto grimpe sur le monstre et attaque avec une telle force que le monstre laisse échapper toute l'énergie, les débris et les armes stockées à l'intérieur. Kara et Reika s'écartent, mais quand tout se calme, ils se frappent tous les 2 le visage à l'unisson. Alto est tout aussi abasourdi lorsque le monstre rétrécit soudainement en un esprit. Le petit esprit se réveille après avoir aperçu Alto et saute joyeusement dans ses bras, se blottissant contre lui. Alto est confus que la créature même qui le combattait il y a quelques instants agisse maintenant de manière si amicale et affectueuse. Carrie explique que les esprits ne sont pas très intelligents. Ils s'imprègnent comme des poussins et ont tendance à considérer la première chose qu'ils voient comme leurs parents. Dans ce cas, ils croient qu'Alto est son parent. Parfois, les esprits se livrent à des déchaînements destructeurs, mais malgré cela, ils ont la capacité de se lier et sont assez mignons en apparence. Ces êtres sont connus sous le nom de familiers magiques. Alto pose doucement l'esprit, pensant qu'il est trop visible pour qu'un démon comme lui se promène avec un familier magique à ses côtés. Alors qu'il tourne le dos, Carrie suggère de le garder caché hors de vue afin qu'il puisse rester avec eux. Alto a l'air en conflit alors qu'il jette un coup d'œil à l'esprit en pleurs, partagé entre la prudence et la compassion. Le lendemain, les 3 partent pour terminer leur mission. Carrie reprend ses visites touristiques décontractées, mais Alto ne dit rien. La nuit dernière, Alto avait demandé au familier magique de l'accompagner, incapable d'ignorer la culpabilité de l'avoir laissé derrière lui. Cependant, il craignait que le capitaine Tyrius et Mena finissent par le découvrir. Carrie a promis de le soutenir le moment venu, mais maintenant Alto n'est pas sûr de pouvoir vraiment compter sur lui. Le trio atteint enfin le château de Rosanna, et Carrie est visiblement le plus excité d'entre eux. Avec tant de choses qui se passent autour, il veut explorer et admirer les sites, mais Alto l'arrête, lui rappelant que la mission doit passer en premier. Alto explique à l'officier qu'ils viennent de l'escouade Chino Kumotoria et qu'ils ont reçu l'ordre de transporter des fournitures médicales du château de Nguen. L'officier ordonne à ses hommes de vérifier, alors les gardes commencent à inspecter les marchandises. Après vérification, l'officier confirme qu'il n'y a rien d'illégal, puis demande les détails de leur mission. Tout semble bien jusqu'à ce que ses subordonnés l'informent d'une boîte verrouillée. Alto précise qu'elle contient ses effets personnels et n'est pas liée à la mission, mais l'officier insiste pour qu'elle soit quand même vérifiée pour des raisons de sécurité.
Karu suggère de se déplacer dans un endroit plus calme car l'endroit actuel est trop public, mais l'officier refuse. À contre-cœur, Karu ouvre la boîte, mais le garde inconscient l'ouvre complètement, révélant de l'or à l'intérieur. Son éclat attire l'attention de toutes les personnes à proximité. Les gardes finissent par laisser passer les marchandises, leur demandant que leur mission se termine une fois qu'ils auront livré les fournitures à la garnison. Sur ce, les trois continuent leur voyage, restant sur leur garde car de nombreux yeux avaient vu l'or plus tôt. Soudain, un enfant court sur leur chemin, demandant de l'aide. L'enfant crie à l'aide alors qu'il fuit désespérément les hommes à capuche qui le poursuivent. Il finit par trébucher et tombe lourdement sur le sol, donnant à l'homme à capuche une chance de frapper. Heureusement, Alto arrive juste à temps, bloquant l'attaque avant que l'épée ne puisse atteindre l'enfant. Il dévie l'agresseur et demande pourquoi il cible un enfant sans défense. Les hommes à capuche restent silencieux, jetant un coup d'œil autour d'eux pour réévaluer la situation. Il lance finalement une attaque contre Alto, l'exhortant à reprendre sa mission car cette affaire ne le concerne pas. Alto est déconcerté, se demandant en silence comment ces hommes à capuche savent qu'ils sont au milieu d'une mission. Complètement encerclé, Alto garde l'enfant effrayé à ses côtés, qui continue de supplier de l'aide. Les trois attaquants se précipitent sur Alto en même temps, mais il évite facilement leurs coups et contre efficacement. Alors que l'un d'eux tombe, Alto aperçoit une amulette cachée sous le manteau de l'attaquant. Sans avertissement, les hommes à capuche se regroupent rapidement et décident de se retirer après avoir subi une défaite rapide. Curieux, Alto demande à l'enfant de révéler son identité, tandis que Reika veut savoir pourquoi ces hommes étaient après lui. Pourtant, avant qu'il n'obtienne une réponse, Karu souligne qu'il devrait d'abord soigner les blessures du garçon. L'enfant rejette l'offre de Karu, repoussant sa main avec colère. Il insiste sur le fait que s'il leur dit quoi que ce soit, ils seront également pris pour cible, puis s'enfuient au loin. Ils envisagent brièvement de le poursuivre, mais réalisent qu'ils ont encore des fournitures qui doivent être livrées. De plus, ces hommes cagoulés blessés ne pourront pas poursuivre le garçon immédiatement. Les vivres ont été livrés avec succès au site de garnison du château d'Abrosana sans aucune interférence. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, un problème inattendu apparaît devant leurs yeux. Un homme est impitoyablement battu par un grand chauve qui exige des réponses. L'homme battu dit finalement que le seigneur du château, ainsi que la plupart de la famille Bizac, ont déjà été éliminés. L'homme chauve, cependant, refuse d'accepter cette réponse et ordonne froidement aux gardes de lui soutirer les informations. Cet homme chauve s'avère être le commandant de la garnison, une figure complètement différente du capitaine Tyrius. Alto remarque que les gardes de cette garnison portent le même insigne que les hommes en manteau noir. Inquiet, il demande discrètement à ses amis de sortir un instant. Après avoir tout reconstitué, ils en concluent que la garnison elle-même recherche l'enfant qu'ils viennent de sauver. Cela signifie que sans s'en rendre compte, ils ont interféré directement dans l'opération de la garnison. Alto n'arrive pas à croire que Kinokumi cible un simple enfant. Soudain, quelque chose bruisse dans les buissons, alors Alto va vérifier et découvre un chat noir caché parmi les feuilles. Kara demande quel est le problème, mais Alto fait simplement signe que non et se détourne. À proximité, l'enfant se cache près du chat. Mais quand il lève nerveusement les yeux, ils sont tous les trois debout là, le regardant avec des expressions calmes, presque suffisantes. Ils essaient de rassurer l'enfant qu'ils n'ont pas l'intention de lui faire du mal, mais il y a encore quelques questions qu'ils doivent poser. Ils s'enquièrent de ses antécédents, mais l'enfant a l'air terrifié et les supplie désespérément de le laisser partir. À ce moment-là, ils entendent les voix lointaines des gardes de la garnison qui fouillent la zone à la recherche du garçon. Pris de panique, l'enfant se met soudain à courir. Alto l'attrape par le bras, mais l'enfant le supplie de le lâcher, insistant sur le fait qu'il ne peut pas se permettre d'être capturé. Alors que les ombres des gardes se rapprochent, l'enfant repousse violemment la main d'Alto et laisse tomber sa propre main sur le sol. En un instant, un grand cercle magique s'étend sous leurs pieds. Le cercle scintille et se transforme en un bassin d'eau tourbillonnant qui commence à les entraîner vers le bas. Un instant plus tard, les gardes de la garnison atteignent l'endroit, mais ne trouvent rien, alors ils continuent, toujours à la recherche. Alto et ses compagnons tombent lourdement sur un sol en pierre en contrebas. La pièce s'éclaire lentement, révélant qu'ils ont été transportés dans une vaste chambre vide. D'anciennes peintures et de grands portraits tapissent les murs, mais aucun d'eux ne reconnaît l'endroit. Alto ramasse l'enfant comme on soulèverait un chiot têtu, tandis que Reika s'approche pour examiner les portraits. L'un d'eux porte le titre de Bezac II, un nom qui semble vaguement familier à Kéré. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais l'enfant parle en premier, expliquant que le portrait appartient à son père, l'ancien seigneur du château de Rusana. L'enfant révèle qu'après la mort de son père, le titre légitime aurait dû lui être transmis. Enfin, il partage son nom, Léo de Bezac, celui qui a été privé de sa prétention légitime au château. Il poursuit en expliquant que la famille Bezac a régné et protégé Rosana en tant que gardien pendant d'innombrables générations. L'histoire de leur famille remonte à plus de 500 ans, se dressant comme des protecteurs fidèles de la terre. Mais ensuite, quelque chose d'horrifiant et d'inimaginable s'est produit. Léo explique qu'il y a 3 mois, les mouvements des bêtes magiques sont devenus plus agressifs, ce qui a entraîné l'élimination de nombreux membres de Kinokumi. Après cela,
un nouveau capitaine nommé Yurok a été nommé. Yurok a supprimé les bêtes grâce à des décisions impitoyables et des tactiques sévères, mais son comportement personnel était tout simplement arrogant et égoïste. Il ordonna au père de Léo de rendre la richesse de la famille et commença à détourner les actifs publics du château à son profit. Avec le temps, Yurok découvrit les archives secrètes de la famille Bayazak, où il découvrit des documents détaillant l'utilisation des bêtes de Roséanus pour exploiter le pouvoir. Saisissant cette opportunité, il inventa des crimes, accusant le seigneur du château d'être à l'origine de l'augmentation de l'activité des bêtes, et finit par lui ôter la vie. Suite à cela, les membres de la famille Bizak ont été systématiquement éliminés un par un. Léo a été sauvé et secrètement sorti clandestinement par des serviteurs loyaux, mais Yurok n'a jamais cessé de le traquer. Alto comprend la gravité de la situation, mais se demande toujours pourquoi Léo est venu ici maintenant. Léo explique qu'il est venu libérer celui qui était emprisonné ici, la bête légendaire de Rosanna. Pendant ce temps, les aubergistes font leur rapport à Yurok, lui parlant du monstre qu'ils ont vu à l'auberge. Yurok les interroge davantage, leur demandant s'il y avait autre chose d'inhabituel à part le monstre lui-même. Les aubergistes ont mentionné que la seule chose qui ressortait était la présence de 3 jeunes membres de Kinokumi du château de Nyowing qui séjournaient là-bas. Ils ont expliqué que le premier bruit fort provenait de la pièce que ces 3-là occupaient, et lorsqu'ils se sont précipités pour vérifier, il y avait déjà un monstre à l'intérieur. Un garde de la garnison leur montre ensuite des portraits des 3 individus, et les aubergistes confirment qu'il s'agissait bien des personnes dont ils parlaient. Le garde de la garnison reconnaît que la suggestion antérieure de Yurok de faire des portraits de toutes les personnes entrant dans le château s'est avérée être une sage précaution. Il informe également Yurok que ces 3-là sont ceux qui ont interféré lorsque leurs hommes poursuivaient la cible. Réalisant que la situation est devenue problématique, Yurok décide de prendre des mesures directes. Il ordonne à ses hommes de les capturer immédiatement et impose la loi martiale pour s'assurer que tous les 4 sont appréhendés. Se tournant vers ses hommes de confiance, il leur demande de l'accompagner. Il s'arrête devant une vieille bibliothèque, sort un seul livre et révèle un escalier caché descendant dans l'obscurité. Alors qu'ils descendent, Yura commande doucement qu'il serait désastreux qu'ils prennent ça. Son subordonné le rassure, expliquant que les bogues de recherche ont déjà été libérés pour suivre tout intrus. De retour sous terre, Léo s'inquiète à voix haute de ne pas pouvoir avancer car les bogues bloquent le chemin devant eux. Carrie se réveille un instant lorsqu'il aperçoit ce qui semble être la bête de Rosanna, mais Léo le corrige rapidement, disant qu'il ne s'agit que d'une bête magique envoyée par Yurok pour éliminer quiconque recherche la véritable bête de Rosanna. Il pointe ensuite une porte, expliquant que la véritable bête de Rosanna se trouve scellée derrière elle. Carrie demande ce qu'il devrait faire ensuite, car vaincre la bête magique semble nécessaire pour atteindre la porte. Alto avertit qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être imprudents car ils ne connaissent toujours pas toute la vérité sur la situation. En entendant cela, l'expression de Léo change. Il les accuse d'être cruels, de ne pas vouloir faire confiance même au plaidoyer désespéré d'un enfant. Frappant vivement dans ses mains, il attire l'attention des bogues de recherche directement sur eux. Kara panique face au danger soudain, mais Alto réalise à cet instant qu'ils ont été intelligemment piégés. Léo rit sombrement, remarquant qu'ils ont réalisé trop tard que tout cela était un piège. Des hordes de bogues commencent à déferler vers eux, incitant Kara à exhorter Alto à gérer la menace. Sans hésitation, Alto transforme ses 2 bras en armes et commence à trancher les bogues qui arrivent, notant sombrement que Léo les a amenés ici juste pour les piéger. Léo continue de rire avec une pointe sinistre, expliquant que le maître de cet endroit était autrefois un démon, donc les bêtes magiques nourrissent maintenant une profonde rancune persistante contre tous les démons. Puisqu'Alto lui-même est un démon, il aura plus de facilité à voler le pouvoir de la bête de Rosanna. Cependant, Alto refuse de croire que cela se passera de cette façon. Alors que Carrie et Reika se préparent à riposter contre Léo, le garçon retire rapidement sa ceinture et l'utilise comme une arme de type fouet pour les projeter tous les 2 contre le mur de pierre. La force du coup les laisse gravement blessés. L'expression de Léo se transforme en quelque chose de froid et de cruel alors qu'il admet que le corps qu'il utilise maintenant n'est rien de plus que le vaisseau qu'il a pris lorsqu'Urak l'a éliminé. Il révèle qu'il a autrefois régné sur le château de Rosanna pendant 50 ans et s'est battu aux côtés de Kinokumi pour tenir les bêtes magiques à distance. Choqué, Alto réalise que Léo est en fait l'ancien seigneur de Rosanna qui habite le corps de son propre fils. Le visage de l'enfant affiche une fierté troublante alors qu'il déclare qu'un parent utilisant le corps de son propre fils comme il le souhaite n'est pas du tout un problème. Sur ce, il franchit la lourde porte arrière, les laissant derrière lui en ajoutant qu'il devrait être plus inquiet de ce qui va suivre. Soudain, un monstre menaçant émerge, se rapprochant d'eux avec une intention mortelle. Alto dit rapidement aux autres d'avancer pendant qu'il reste en arrière pour affronter la créature. Il lance une attaque, mais même sa lame enchantée ne peut pas percer la peau dure du monstre. Après avoir évité de justesse un coup écrasant, Alta décide d'attirer la bête vers l'autre côté du hall et de se diriger vers l'entrée, espérant une meilleure chance de riposter. Alors qu'il se déplace, évitant habilement chaque attaque, il atteint finalement l'entrée du hall. Mais là, qui l'attend, se tiennent Urok et ses hommes. Ils comprennent rapidement que Léo a probablement coincé le garçon démon plus profondément à l'intérieur. Regardant Alto se précipiter vers eux, Urok saute haut dans les airs,
frappant avec son fouet pour lier Alto étroitement. Alto s'écrase au sol, levant les yeux pour voir les trois hommes se dresser au-dessus de lui. Le monstre se rapproche par derrière, mais Alto reste calme. Rassemblant sa détermination, il se lève, se transformant en sa forme de semi-monstre, et riposte contre la bête qui approche et y met fin avec une seule attaque. Alto interroge Yurok, lui demandant s'il a vraiment l'intention de blesser quelqu'un de sa propre organisation. Yurok reste silencieux, mais ses subordonnés sont convaincus qu'Alto, étant un démon, ne fait que gagner du temps pour aider Bezac. Au milieu de la tension, Alto peut entendre les bruits de la bataille venant de derrière la porte arrière, et même les hommes de Yurok réalisent qu'ils doivent se dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. Alto lui dit clairement que ses camarades sont à l'intérieur en train d'essayer d'arrêter Bezac, et qu'il va les suivre pour les aider. Les hommes se tournent rapidement vers Yurok, l'exhortant à arrêter Alto. Sans hésitation, Uruk dégaine son fouet d'or, et ses subordonnés sont convaincus que le sort d'Alto est scellé, croyant qu'aucun ennemi n'a jamais échappé une fois pris par le fouet d'Uruk. Pourtant, à leur choc, Alto reste indemne. Au lieu de cela, Yurok utilise son fouet pour lier le monstre vaincu gisant sur le sol. À ce moment-là, Yurok décide de rejoindre Alto, lui faisant confiance pour le bien du capitaine Tyrius. À l'intérieur, Kara est déjà gravement blessée, tandis que Reika affronte courageusement Bezac, qui a maintenant fusionné avec la bête de Rosanna. Malgré sa détermination, elle a du mal à tenir tête à la puissance écrasante du monstre. Bezac crache un jet de venin empoisonné en sa direction, mais Alto arrive juste à temps, la protégeant du danger et prenant Bezac au dépourvu un instant. Yurok et ses hommes entrent également en scène, mais Bezac ricane qu'il est trop tard, affirmant que le pouvoir de la bête de Rosanus est déjà à ses ordres. Yurok n'est pas d'accord et dégaine son épée avec une détermination tranquille. Kari regarde avec incrédulité, émerveillé de voir comment quelqu'un d'aussi massif que Yurok peut se déplacer si rapidement, tandis qu'Alto et Reika admirent le talent derrière son maniement de l'épée. Dans un flot de mouvements, Yurok tranche Bezac en coupe nette et précise avant de retomber au sol. Calmement, il dit à tout le monde qu'il s'est assuré de ne couper que Bezac sans blesser la bête de Rosanna. Pourtant, Reika avertit rapidement que le combat n'est pas terminé. Surpris, Yurok se retourne et voit le corps de Bezac commencer à se régénérer, se relevant des restes de la bête. Kara maudit en voyant ça. Ulrich explique qu'ils avaient déjà vaincu Bezac une fois avant que les autres n'arrivent, mais qu'il s'était régénéré cette fois-là aussi. Yurok se rend compte que le château de Rosanna lui-même est imprégné de l'énergie magique du monstre, que Bezac utilise pour alimenter sa régénération. Déterminé, Yurok décide de continuer à attaquer jusqu'à ce que Bezac soit finalement à court de pouvoir magique. Cependant, Alto l'arrête, expliquant que Bezac atteindra sa forme complète s'il absorbe complètement toute la magie à l'intérieur du château. Même maintenant, Bezac choisit délibérément de les combattre au lieu de s'enfuir, permettant à leurs attaques de porter leurs fruits afin qu'ils puissent se régénérer et tirer encore plus de puissance à chaque fois. Alta avertit qu'à chaque régénération, Bezac devient plus fort et plus dangereux. Kara demande d'urgence ce qu'ils doivent faire ensuite, et Yurok répond fermement qu'ils doivent écraser Bezac et ses plans tordus une fois pour toutes. Bezac les observe silencieusement, pensant qu'ils sont audacieux et s'interroge sur leur plan, mais aucun d'eux ne lui répond. Yurok se tourne alors vers Alto, lui demandant s'il a de l'expérience au combat. Alto explique qu'il a déjà combattu des monstres, alors Yurok lui demande de prêter sa force dans le combat à venir. Bezac considère leurs efforts comme une résistance inutile, mais Yurok le rabaisse en le traitant de ridicule et lance un assaut encore plus féroce cette fois-ci, frappant avec détermination. Bezac les avertit d'arrêter, insistant sur le fait qu'en l'attaquant, il risque de couper la magie qui circule dans le château de Rosanna et qui maintient en vie 500 000 personnes. Pourtant, Yurok et Alto ne prêtent aucune attention à ses paroles, se concentrant entièrement sur son affaiblissement. Alors qu'ils maintiennent la pression, ils sentent finalement le monstre commencer à ralentir, et Yurok, avec un sarcasme à peine voilé, lui demande s'il commence à se sentir mal. Dans la rage et le désespoir, Bezac pousse un cri puissant, créant une onde de choc qui oblige tout le monde à reculer. Lorsque l'énergie se stabilise, seul Alta reste debout devant lui. Décidant qu'il en a assez, Bezac déclare qu'il en a fini de coopérer et attaque Alto de front. Reika et Kara regardent avec inquiétude, craignant pour la sécurité d'Alto, mais Alto fait face à l'attaque sans hésitation. Attrapant la gueule béante du monstre à main nue, il la déchire par la force brute, puis saisit une extrémité du corps du monstre et la jette violemment contre le sol. Bezac le regarde avec incrédulité, choqué qu'une telle puissance brute puisse venir de quelqu'un d'aussi jeune, tandis qu'Alto lui-même avoue qu'il est tout aussi surpris par ce qui vient de se passer. En vérité, Alto essaie encore de comprendre. Au moment où Bezac l'a mordu, il a senti une vague de force jaillir du plus profond de lui-même. Alors que la prise de conscience se fait jour, Alto voit cela comme son opportunité de finir Bezac d'un seul coup décisif. Reconnaissant le danger, Bezac riposte avec sa propre force, et les deux puissantes attaques s'entrechoquent à mi-chemin, les bloquant dans une lutte. Profitant de l'impasse momentanée, Bezac saisit l'occasion de s'éclipser et s'échappe dans l'ombre. À l'extérieur des murs du château, tout semble calme et paisible au début, jusqu'à ce que Bezac jaillisse violemment du sol,
brisant le silence et déchaînant le chaos et la destruction sur les environs. Même après avoir vu la monstrueuse silhouette se tenir devant eux, les gardes sont toujours résolus à le retenir. Cependant, Bayzak se contente de sourire alors que le sol sous leurs pieds commence à trembler violemment, et en un instant, le monstre les écrase comme des fourmis impuissantes. Avec un mépris dédaigneux, Bayzak se demande si des insectes comme eux peuvent même imaginer vaincre un dieu tel que lui. Alto, se tenant fermement devant lui, se moque de la revendication de divinité et traite froidement Bayzak de simple voleur. Les mots le touchent au vif, et Bayzak lui dit avec colère de se taire, soulignant qu'Alto aussi a volé le pouvoir d'un monstre. Pourtant, Alto continue de s'approcher, déclarant que précisément parce qu'ils sont du même genre, c'est à lui de mettre fin au saccage de Bayzak. Au fond de lui, Alto croit que c'est quelque chose qu'il doit affronter seul, sachant que Yurok et les autres ne pourront pas arriver à temps pour l'aider. Déterminé à ne pas blesser la bête elle-même, Alto étend une énergie semblable à un fil de ses mains pour dévier habilement les attaques féroces du monstre et l'immobiliser. Juste à ce moment-là, Yurok et les autres arrivent enfin sur les lieux chaotiques, et Alto rapporte rapidement que Bayzak a été capturé avec succès. Cependant, Karu l'avertit d'urgence de regarder en arrière. Et quand Alto se retourne, il découvre que Bayzak flotte maintenant de manière inquiétante à l'intérieur d'une puissante bulle rougeoyante. Une énergie aveuglante rayonne vers l'extérieur, bloquant la vision de tout le monde. Et lorsque les débris et la poussière retombent enfin, ils sont stupéfaits par ce qu'ils voient. Bayzak s'est complètement transformé et annonce triomphalement que son évolution en dieu-démon est maintenant terminée. Comme preuve de son nouveau pouvoir, il envoie des éclairs crépiter sur le sol, choquant les humains et plongeant les environs dans le chaos. Terrifié, tout le monde court dans la panique et la détresse, mais Bayzak ne fait que rire à cette vue, convaincu que ceux qui ont placé tous leurs espoirs dans la bête de Rosanna ne doivent plus voir que du pur désespoir. À ses yeux, les humains ne restent rien de plus que des créatures égoïstes, fragiles et faibles. Malgré l'écrasante menace qui se dresse devant eux, Yurok et les autres se tiennent toujours courageusement sur son chemin. Mais Yurok, reconnaissant la gravité de la situation, craint qu'il ne puisse pas arrêter Bayzak seul maintenant que la fusion est presque terminée. Réfléchissant rapidement, il ordonne à son escouade de se diviser en deux équipes. L'une pour diriger l'évacuation des civils et l'autre pour appeler d'urgence des renforts. Yurok ordonne à tous les autres de courir pendant qu'il prévoit de rester derrière et de gagner un temps précieux. Bayzak, avec un ricanement moqueur, se moque de la détermination d'Yurok à leur faire gagner du temps. Dans un mouvement soudain et impitoyable, il tend la main et la pousse vers l'avant, perçant profondément dans l'épaule de Yurok. Bayzak attaque Yurok sans relâche, affirmant qu'il n'est même plus capable de gagner du temps. Pourtant, malgré la force de l'assaut, Yurok tourne son regard vers les personnes qui s'échappent au loin et s'autorise un léger sourire. Dans son esprit, il traite Bayzak d'imbécile car le pouvoir d'un dieu-démon n'est pas quelque chose qui peut être obtenu si facilement. Quiconque a nourri Bayzak de telles absurdités ne fait que l'utiliser à ses propres fins. Enragé par le défi d'Irak, Bayzak intensifie l'attaque. Mais à ce moment critique, Alto intervient, canalisant son énergie. Alto frappe pour libérer Yurok de l'emprise mortelle de Bayzak. Yurok, reprenant encore son souffle, rappelle à Alto qu'il devrait courir pour se mettre en sécurité. Cependant, Alto demande s'il serait acceptable de consommer Bayzak s'il est déjà complètement tombé dans les ténèbres. Alto saisit audacieusement la main de Bayzak, tout en déviant les attaques du monstre, et commence à la dévorer. Bayzak réalise avec une soudaine clarté qu'Alto possède le pouvoir terrifiant de God Eater, bien qu'il considère qu'il est insensé de tenter une telle chose contre lui. Regardant de loin, Yurok observe avec admiration, notant que ce qui se déroule ressemble à un affrontement entre deux bêtes sauvages, une bataille impitoyable de dévorer ou d'être dévoré. Alors qu'il analyse les morceaux de chair tombant au sol du corps de Bayzak, Yurok sent que quelque chose ne va pas terriblement. Agissant rapidement, il appelle Alto et le sépare de force de Bayzak. L'instant d'après, la chair coupée commence à se régénérer de manière anormale, ce qui incite Yurok à la taillader avec sa lame avant de se retirer aux côtés d'Alto. Yurok explique que Bayzak n'a finalement pas réussi à terminer la fusion, et ensemble, ils ont vu des visages horribles émerger dans le corps déformé de Bayzak, tous gémissant et criant désespérément à l'aide. La vue est si horrible qu'Alto recrache immédiatement ce qu'il avait mordu, luttant pour comprendre ce qu'il a vu. Yurok lui dit alors que Bayzak n'a jamais été destiné à être un vaisseau capable d'absorber le pouvoir des monstres. Alto, toujours secoué, ajoute que ce qu'il voit est le triste destin d'une fusion ratée entre l'humain et le démon. Alors qu'Yurok fait remarquer solennellement que pour un humain, abriter le pouvoir d'un dieu-démon est bien trop audacieux car les humains et les démons sont fondamentalement des êtres différents. Bayzak tordu au-delà de toute reconnaissance n'est plus seulement une bête magique qui est devenue une peste menaçant toute vie elle-même. Résolu, il s'engage à miser sa propre vie pour y mettre fin, ayant guéri ses blessures avec le précieux élixir. Irak sait que cela pourrait très bien devenir la bataille finale de sa vie, mais il est déterminé à la mener à bien jusqu'au bout. Comme promis, Irak charge en avant pour affronter Bayzak directement, tandis qu'Alto se tient en retrait pendant un moment, se demandant comment il peut bien aider quand quelqu'un d'aussi formidable que le capitaine Yurok se bat avec la mort elle-même à l'esprit. Yurok déchaîne son fouet doré,
liant étroitement la monstrueuse créature avant de bondir haut dans le ciel pour porter un coup décisif à son crâne. Pourtant, juste au moment où son attaque est sur le point de frapper, le monstre libère une vague d'énergie en ondes de choc si immense qu'elles ondulent vers l'extérieur, atteignant jusqu'aux personnes qui s'échappaient et les anéantissant en un seul instant dévastateur. Kara parvient à peine à se protéger et à protéger Reika avec son arme, mais même son arme de confiance se brise sous la force. Même Alto, luttant pour garder son équilibre, est submergé par l'onde de choc et est projeté en arrière, s'écrasant au sol. Alors qu'Alto se relève, hébété mais déterminé, il remarque quelque chose d'étrange. Les cordes de son pouvoir sont en quelque sorte connectées à tous les êtres vivants autour d'eux, même au monstre lui-même. Réalisant ce que cela pourrait signifier, Alto saisit ses fils d'énergie et tire de toutes ses forces, concentrant toute la volonté qu'il a. Le monstre pris dans l'emprise du pouvoir d'Alto prend conscience qu'Alto draine son énergie, mais il ne peut rien faire pour l'arrêter. Lentement, il commence à rétrécir, sa forme imposante s'effondrant jusqu'à ce qu'il tombe impuissant au sol, reprenant sa forme de bête. Dans les jours qui suivent, alors que le château est reconstruit avec acharnement, les gens parlent entre eux de ce dont ils ont été témoins. Ils partagent qu'après la mort du dieu démon, son pouvoir dispersé a plu sur eux, et ceux qui l'avaient éliminé sont miraculeusement revenus à la vie. Même l'ancienne bête de Rosanna a survécu indemne. Beaucoup parmi eux croient que c'est le capitaine Urok qui a accompli ce miracle, rejetant le vague souvenir d'un autre monstre qui avait combattu à ses côtés. Tout en chargeant des provisions sur une charrette avec Kara et Reika, Alta regarde les gens bavarder au-delà de la cour, réfléchissant silencieusement à ce qui s'est réellement passé. Il se souvient avoir absorbé toute la puissance de fusion ratée de Bezak, perdant conscience, et se demande si cet afflux d'énergie a pu redonner vie à tout le monde. Finalement, Alta décide qu'il vaut mieux garder les détails de cette mission pour eux. Plus tard, le capitaine Urag appelle Alta à part pour le remercier d'avoir sauvé tout le monde. Pendant un bref instant, Alta est pris au dépourvu, mais répond avec un sourire poli, bien qu'un peu forcé. Saisissant l'occasion, le capitaine Urag lui fait une conférence sur la nature des conflits entre les monstres. Il explique que toute chose dans le monde, y compris les monstres, s'aligne sur les 5 éléments, bois, eau, feu, terre et métal. Chaque type de monstre est particulièrement vulnérable à un autre, et comprendre cette logique élémentaire pourrait aider Alta à devenir encore plus fort. Alta le remercie sincèrement pour ses conseils et prend congé après avoir échangé les adieux appropriés. Le capitaine Urok contemple silencieusement, se souvenant que voir ces jeunes combattants lui rappelle son propre passé. Mais le devoir l'appelle toujours, et comme son escouade lui demande d'examiner certains rapports, Urok se détourne pour remplir ses responsabilités. Pendant ce temps, dans un restaurant animé, l'air est rempli de discussions sur la tentative de la famille Balzac de s'emparer du pouvoir de Rosanna. Certaines voix se demandent à voix haute si c'est vraiment le légendaire mangeur de Dieu qui y a mis fin, tandis que d'autres rejettent complètement cette idée, arguant que le mangeur de Dieu devrait toujours être scellé. Parmi les clients, Alto et ses camarades écoutent silencieusement lorsqu'une nouvelle surprenante attire leur attention. Le roi de la nuit serait apparu dans la ville de Thorsten. Aux portes de Thorsten, un groupe de gardes accueille certains fonctionnaires dans la ville, mais Alto et ses amis sont arrêtés et l'entrée leur est refusée. Karus s'interroge sur la raison de cela, et le garde responsable les informe que la communication avec les membres officiels a été coupée, il n'y a donc aucun moyen qu'ils autorisent un groupe de stagiaires à l'intérieur. Alto rétorque en leur rappelant que l'organisation a annoncé une prime massive. Quiconque tue le monstre recevra une somme d'argent importante. Après tout, c'est la première apparition du roi de la nuit depuis 10 ans, et il étend déjà son royaume de la mort. Malgré le raisonnement d'Alto, le garde reste têtu, insistant sur le fait qu'il n'a pas l'intention de les aider dans cette mission. Kara avertit que ce refus sera signalé au supérieur, mais le garde, de plus en plus frustré, se déchaîne et tente de frapper Kara. Avant que le coup de poing ne puisse atterrir, cependant, Alto attrape sans effort le poing du garde, soulignant que puisque la récompense est une compétition ouverte, cela ne fait aucune différence qu'il soit stagiaire ou vétéran. Le garde chancelle jusqu'au sol, sa main tremblant, mais il rassemble toujours le courage d'accuser Alto d'avoir attaqué un allié. Pourtant, avec un seul regard froid et inébranlable d'Alto, le garde hésite, sa détermination se brise, et les laisse passer à contre-cœur. Alors qu'Alto et ses amis traversent, les autres gardes regardent nerveusement, chuchotant entre eux que le capitaine Chahu les réprimandera sûrement pour avoir permis à ce groupe d'entrer. Malgré leur inquiétude, le chef des gardes, sa fierté toujours blessée, insiste sur le fait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'arrivée du capitaine car dans son esprit, Alta serait mort bien avant que cela n'arrive. Une fois à l'intérieur de la ville, le trio tombe rapidement sur un tas sombre qui, après un examen plus approfondi, se révèle être les cendres d'ossements humains. Kari trouve cela profondément troublant car ceux qui sont vidés par le pouvoir du roi de la nuit ne sont même pas censés laisser d'ossements derrière eux. Soudain, une silhouette sombre émerge de l'obscurité, se tordant en une forme grotesque avant de se jeter sur eux avec férocité. Réagissant rapidement, utilise son arme pour projeter la créature contre le mur. Le monstre tombe au sol, s'effrite et se désintègre en suie noire. Regardant la scène avec une expression grave, Kari se souvient silencieusement de la façon dont sa propre famille a été effacée de la même manière horrible.
Pourtant, malgré le poids du souvenir et du chagrin, ils restent résolus en sachant qu'aller de l'avant est le seul choix qui leur reste. Alors que le trio s'enfonce dans la ville, abattant les monstres qui apparaissent en cours de route, Harris partage son observation selon laquelle l'influence du roi de la nuit conduit généralement les humains à des enveloppes noircies, mais les victimes qu'ils rencontrent maintenant ont toutes des visages grotesquement gonflés. Ce détail troublant suggère que ce à quoi ils ont affaire n'est peut-être pas du tout l'œuvre du roi de la nuit. Tout en continuant, ils tombent sur un garde assis affalé sur le sol, marmonnant pour lui-même de terreur. Kara le reconnaît comme quelqu'un qui est entré dans la ville avant eux, mais Alto l'empêche de s'approcher trop vite. Au lieu de cela, Alto s'avance prudemment et demande à l'homme pourquoi il est ici. Le garde, visiblement secoué et pâle, explique que tous les membres de son groupe sont morts. Ils ont rencontré quelque chose de si horrible que cela les a anéantis. Tout a commencé lorsqu'ils sont entrés dans une maison contenant un corps divin massif. Le garde insiste sur le fait qu'il est resté dehors et pense que c'est la seule raison pour laquelle il a survécu. Karu note tranquillement que cela ne semble correspondre à rien de ce qu'ils savent de l'ordre des chevaliers. Après un moment de réflexion, décide de demander à l'homme d'agir comme leur guide, dans l'espoir de trouver des réponses. L'homme les conduit, affirmant qu'il les emmènera en toute sécurité à travers une zone déjà débarrassée des ennemis. Finalement, ils arrivent devant une imposante porte sinistre. Sans hésitation, Alto s'approche et la défonce d'un seul coup puissant. À l'intérieur du grand hall au-delà, ils sont confrontés à la vue d'une énorme silhouette ressemblant à une statue se profilant dans l'ombre. Soudain, l'homme qui les a amenés là éclate d'un rire troublant. En un instant, Alto réagit, mettant fin à la vie de l'homme en un clin d'œil. Kara et Reika regardent Alto sous le choc, incapables de comprendre pourquoi il l'a éliminé si soudainement. Pour prouver son point de vue, Alto marche fermement sur la tête de l'homme, expliquant qu'il avait déjà subi un lavage de cerveau et qu'il venait de tomber dans un piège. Leur choc s'aggrave lorsqu'Alto leur dit quelque chose d'encore plus troublant. Dans cet endroit, leurs pouvoirs sont supprimés. Alarmés, Reika et Kariage se vérifient et confirment que leur puissance a effectivement chuté de près de 50%. Alors qu'ils rassemblent leurs pensées, ils réalisent un fait encore plus effrayant. Ils n'ont encore rencontré aucun vrai monstre. Au lieu de cela, le monstre dans cette zone semble capable de supprimer les pouvoirs, de transformer les humains en marionnettes monstrueuses et peut-être même de contrôler leur esprit, bien qu'ils ne puissent pas le confirmer complètement. Malgré l'incertitude, ils savent que l'organisation a offert une récompense pour la défaite du roi de la nuit, et il y avait un rapport officiel affirmant son retour. Pourtant, rien de ce qu'ils ont vu ne correspond à ce récit. Concluant que davantage de réponses sont nécessaires, Alto suggère qu'ils se séparent. Puisqu'ils semblent être moins affectés par la suppression, ils décident de rester dans la zone pour rechercher des indices, soupçonnant qu'il doit y avoir une raison plus profonde pour laquelle ils ont été délibérément conduits ici. Il ordonne à Kari et Reika de trouver les renforts entrants et de les avertir de se prémunir contre le lavage de cerveau. Laissés seuls dans le hall troublant, Alto cherche tout ce qui pourrait expliquer pourquoi c'était leur destination. Les peintures murales gravées sur les murs sont d'une bizarrerie frappante, et l'énorme corps divin dans la pièce a l'air étrangement rempli de quelque chose de contre-nature. Alors qu'Alto se déplace prudemment dans la pièce, concentré sur l'examen de son environnement, il reste inconscient du spectacle le plus effrayant de tous, la tête de la statue se tournant lentement pour le regarder, son cou s'étirant et s'allongeant dans une poursuite silencieuse de prédateurs. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.